Bonjour à vous, voyageurs las, et bienvenue dans ce petit refuge douillet de l'histoire. Avant de commencer notre extraordinaire voyage d'aujourd'hui, j'aimerais savoir d'où dans le monde vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir. Si vous appréciez ce style de récit calme et immersif du passé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos futures aventures à travers le temps. Laissons le stress du monde moderne s'évaporer, alors que nous voyageons dans la Rome antique, pour être témoins de quelque chose qui va complètement changer votre façon de penser la vie quotidienne. L'aube de ce qui allait devenir le rituel de transformation le plus extraordinaire de l'humanité. Imaginez, si vous le voulez bien, les premières lueurs du matin se levant sur les 7 collines de Rome, projetant de longues ombres à travers les colonnes de marbre et sur les rues pavées qui ont déjà commencé à bourdonner de l'énergie, tranquille de la vie qui s'éveille. Imaginez cette scène se déroulant devant vous comme une douce aquarelle qui prend vie. L'air porte la fraîcheur vive de l'aube, teintée du faible arôme du pain qui cuit dans des fours distants et du subtil parfum des lampes à huile d'olive qui s'éteignent tandis que la lumière naturelle prend leur place. Dans les quartiers orientaux de la ville, où d'élégantes domus s'alignent en rangées ordonnées, les volets commencent à grincer en s'ouvrant, révélant des aperçus de jardins où la rosée s'accroche encore aux haies parfaitement entretenues et où de minuscules fontaines murmurent leurs chants éternels. Voici Rome au 1er siècle de notre ère commune. Une ville qui s'est développée à partir d'un ensemble de colonies perchées sur des collines pour devenir le cœur battant d'un empire qui s'étend de la Bretagne à l'Égypte, de l'Espagne, à la Syrie. Mais dans ces moments matinaux tranquilles, avant que les forums ne se remplissent de marchands colportant leurs marchandises et de sénateurs débattant du sort des provinces, Rome semble presque intime, presque personnelle. Les swastiks, grandes façades de marbre et les aqueducs imposants, semblent respirer au rythme des vies ordinaires qui commencent une nouvelle journée. Intro end, c'est comme contempler les Champs-Élysées avant l'heure de pointe. Les mêmes monuments qui inspirent la crainte pendant la journée deviennent de doux compagnons aux rituels matinaux privés des gens ordinaires. Cette atmosphère intime était sur le point de céder la place à quelque chose de bien plus délibéré. Dans une domus particulière, nichée entre les collines du Palatin et de l'Aventin, une maisonnée s'éveille à la vie d'une manière qui semblerait à la fois familière et merveilleusement étrangère à nos yeux modernes. Le maître de maison, un homme nommé Marcus Flavius Antonius, s'étire langoureusement sur son lit de repos, sentant l'air frais du matin dériver à travers les fenêtres ouvertes de son cubiculum. Sa femme Livia s'est déjà levée et s'est dirigée vers leur court jardin privé, où elle s'occupe d'un petit autel dédié à leur dieu domestique, offrant une pincée d'encens et murmurant une prière pour les bénédictions de la journée. Mais Marcus pense à toute autre chose, alors qu'il balance ses pieds au sol et sent la fraîcheur lisse des carreaux de marbre sous eux. Il pense au rituel qui est devenu aussi essentiel à la vie romaine que la respiration elle-même, une cérémonie quotidienne qui transcende les classes sociales et rassemble citoyens, affranchis et même esclaves dans une expérience partagée de purification, de détente et de communauté. Imaginez si chaque personne à Paris, des cadres de la défense aux employés du métro, partageait le même rituel quotidien, le même espace, la même vulnérabilité. C'est exactement ce que représentaient les bains romains, le premier véritable égalisateur social du monde. Ce que nous allons découvrir ensemble n'est pas simplement une histoire de plomberie antique ou d'ingénierie romaine, si remarquable que soient certainement ses réalisations. C'est l'histoire de comment une civilisation a créé quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant dans l'histoire humaine, un rituel quotidien si puissant qu'il a façonné le destin d'un empire. Le système de bain romain n'était pas seulement une question de propreté. Il s'agissait de transformation, de devenir pleinement humain d'une manière que nous commençons seulement à comprendre aujourd'hui. Mais avant que nous puissions comprendre la transformation, nous devons voir le rituel lui-même se dérouler. Alors que Marcus commence sa routine matinale, se lavant le visage et les mains dans un bassin de bronze rempli d'eau qui a voyagé des dizaines de kilomètres à travers la merveille d'ingénierie des aqueducs romains, il participe à un rituel qui le connecte à des millions d'autres Romains à travers l'Empire. Des frontières glaciales du mur d'Adrien aux cités brûlées de soleil d'Afrique du Nord, les citoyens romains commencent leur journée avec la même anticipation, la même excitation tranquille,
pour ce qui les attend au bain public. Voyez cela comme la version antique des réseaux sociaux, sauf qu'au lieu de faire défiler des flux, les Romains s'immergeaient littéralement dans l'expérience partagée de leur civilisation. La lumière du matin devient plus forte maintenant, se déversant à travers le toit ouvert de l'atrium de la Domus et illuminant les sols de mosaïques complexes qui racontent des histoires de dieux et de héros, de victoires et de célébrations. Les esclaves domestiques se déplacent silencieusement dans les corridors, leurs sandales murmurant doucement contre la pierre alors qu'ils vaquent à leurs tâches. Le cuisinier est déjà au travail dans la cuisine, préparant les repas du jour, tandis que d'autres s'occupent des divers besoins de la maisonnée. Mais même parmi les esclaves, il y a une anticipation dans l'air parce que le système de bain romain était l'un des rares endroits dans la société antique où les barrières sociales devenaient, sinon invisibles, du moins significativement réduites. Marcus sélectionne ses accessoires de bain avec le soin que mettrait une personne moderne à choisir la tenue parfaite pour une occasion importante. Un strigile de bronze pour gratter l'huile et la crasse, petite fiole d'huile précieuse, infusée de rose, de lavande ou d'épices exotiques importées de provinces lointaines, une serviette de lin, douce et absorbante, tissée par des artisans habiles qui comprennent que le confort n'est pas un simple luxe, mais une composante essentielle de la vie civilisée. Ces objets ne sont pas que des outils, ce sont les instruments d'une transformation quotidienne que les Romains ont élevés au rang d'art. Les rues, à l'extérieur, commencent à se remplir des doux sons d'une cité qui s'éveille. Les roues, des chariots qui roulent sur la pierre, des conversations qui dérivent des maisons voisines, le son lointain de l'eau qui coule dans les fontaines publiques. Rome est une ville construite autour de l'eau, soutenue par l'eau, définie par sa maîtrise de l'eau. Les Romains n'ont pas seulement conquis des territoires et des peuples, ils ont conquis les éléments eux-mêmes, pliant les rivières à leur volonté et faisant fleurir le désert grâce à des systèmes d'irrigation soigneusement conçus. Les Romains n'ont pas seulement conquis des territoires et des peuples, ils ont dompté les éléments eux-mêmes, pliant les rivières à leur volonté, et faisant s'épanouir le désert grâce à des systèmes d'irrigation ingénieux. Alors que Marcus sort dans l'air matinal qui se réchauffe, ses pensées se tournent vers le vaste complexe qui l'attend. Pas n'importe quel bain, mais l'un des grands thermae, ces bains publics massifs qui représentent l'apogée de l'ingénierie romaine et de la planification sociale. Ce ne sont pas simplement des bâtiments, ce sont des mondes entiers en eux-mêmes, contenant des bibliothèques et des gymnases, des jardins et des salles de conférences, des boutiques et des restaurants. Ce sont des villes dans la ville, des lieux où un citoyen romain peut passer une journée entière à la poursuite de l'épanouissement physique, intellectuel et social. La marche vers les bains est elle-même une sorte de pèlerinage, un voyage, du monde privé de la famille et des devoirs domestiques vers le monde public de la citoyenneté et de la communauté. Marcus passe devant des temples où les prêtres offrent les sacrifices matinaux, leur voix portant à travers les places dans des prières anciennes qui relient les vivants aux dieux et les dieux au rythme de la vie quotidienne. Il passe devant des marchés où les vendeurs arrangent leurs marchandises avec une précision artistique, créant des étalages de fruits et légumes, de poteries et de textiles, d'épices et de bijoux qui transforment le commerce en une sorte de poésie visuelle. Mais c'est la vue d'autres Romains, tous se dirigeant dans la même direction avec le même sens tranquille d'anticipation, qui remplit Marcus d'une joie particulière. Des vieillards marchant avec la dignité mesurée de l'âge, des jeunes gens riant et bavardant sur les aventures qui les attendent, des familles se déplaçant ensemble en petits groupes qui parlent de liens plus forts que la loi ou la coutume. Des Romains de tous les milieux, unis par leur engagement commun envers un rituel quotidien qui parle de quelque chose de fondamental sur ce que signifie être humain. Imaginez les trajets matinaux dans n'importe quelle ville moderne, mais au lieu que tout le monde regarde son téléphone, imaginez s'ils marchaient tous vers la même destination, partageant la même anticipation de renouveau et de connexion. Les bains se dressent maintenant devant eux comme une vision des dieux eux-mêmes, leurs murs massifs et leurs dômes élancés capturant et reflétant la lumière matinale d'une manière qui fait paraître toute la structure briller d'un feu intérieur. C'est plus que de l'architecture, c'est la civilisation rendue visible, l'ingéniosité humaine et la vision artistique combinées avec la sagesse pratique pour créer quelque chose qui sert non seulement le corps, mais l'âme. Alors que la lumière matinale filtre à travers les colonnes de marbre
et traverse l'entrée de ce temple de transformation quotidienne, Marcus ressent cette accélération familière du pouls, cette sensation de passer du monde ordinaire à quelque chose de magique et de transformateur. Et c'est ici que notre histoire commence vraiment, au seuil entre l'ordinaire et l'extraordinaire, entre le moi privé et le citoyen public, entre le simplement propre et le pleinement purifié. Nous sommes sur le point d'entrer dans un monde où l'eau devient vin, où la nudité devient égalité, où le simple acte de se baigner devient une célébration de tout ce qui nous rend glorieusement, complètement humains. Les routes poussiéreuses sous nos sandales deviennent plus chaudes à chaque pas, alors que nous continuons notre approche vers le grand complexe devant nous. Je peux presque sentir l'anticipation monter dans l'air autour de nous, comme la douce chaleur qui commence à rayonner des murs massifs, des termes même à cette distance. Le parfum du bois qui brûle et des huiles aromatiques se mélangent à quelque chose de complètement différent. L'énergie palpable du pouls social d'une ville. Imaginez cette scène avec moi un instant. Alors que nous tournons le dernier virage de la route, toute la magnificence des thermes de Caracalla se révèle comme une vision des dieux eux-mêmes. Ce ne sont pas que des bâtiments. Ce sont des monuments au génie de l'ingénierie romaine et au raffinement social qui ferait pâlir d'envie nos architectes contemporains. Les murs s'étendent vers le haut, s'élevant presque aussi haut qu'un immeuble de 10 étages, construit en briques et béton qui a défié le temps lui-même pendant plus de 18 siècles. Mais voici ce qui me stupéfie absolument à propos de ce moment de l'histoire. Ce n'était pas seulement un endroit pour se laver. Non, ce que nous approchons était le cœur battant de la vie sociale romaine, un lieu où empereurs et esclaves, sénateurs et commerçants partageaient tous le même rituel sacré du bain. Imaginez ce niveau de démocratie sociale dans notre monde d'aujourd'hui, c'est presque impensable. Imaginez Bernard Arnault et ses ouvriers d'usine LVMH partageant le même vestiaire, les mêmes bassins, engageant des conversations détendues tout en étant complètement nus et également vulnérables. C'est le genre de nivellement social qui se produisait quotidiennement dans les bains romains. Permettez-moi de vous dépeindre ce que Marcus aurait vécu en s'approchant de ces portes. Le son vous frappe en premier, non pas le silence que l'on pourrait imaginer, mais une symphonie d'activité humaine. Des rires résonnent depuis l'intérieur du complexe, les éclaboussures d'eau, les claquements rythmés des huiles de massage contre la peau, et en dessous de tout cela, le bourdonnement constant de 1000 conversations dans une douzaine de langues différentes. Rome n'était pas seulement une ville, c'était le carrefour de tout le monde connu. L'architecture elle-même raconte une histoire incroyable. Ces fenêtres arquées massives ne sont pas purement décoratives. Elles constituent un système révolutionnaire de chauffage et d'éclairage que nos ingénieurs modernes étudieraient pendant des années. Les Romains avaient découvert comment créer un contrôle climatique parfait, sans un seul fil électrique. L'air chaud circulait à travers des murs creux, des sols chauffés réchauffaient tout le complexe par en dessous, et le positionnement de ces fenêtres capturait et canalisait la lumière du soleil avec une précision mathématique. Alors que Marcus s'approche davantage, il remarque quelque chose qui lui coupe le souffle, l'ampleur pure de cette réalisation d'ingénierie humaine. La salle de bain principale, ce qu'ils appelaient le caldarium, s'étendait sur une zone plus grande que les Galeries Lafayette ou le Forum des Halles. Le plafond s'élevait au-dessus, soutenu par des principes d'ingénierie qui ne seraient pas égalés pendant plus de 1000 ans après la chute de Rome. Mais voici la partie absolument fascinante que la plupart des gens ignorent complètement. Il ne s'agissait pas seulement de luxe ou d'étaler la richesse romaine. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond, le concept romain de civilisation lui-même. Voyez-vous, pour les Romains, le rituel quotidien du bain n'était pas seulement une question d'hygiène personnelle. Il s'agissait de transformation, du renouvellement quotidien de ce que signifiait être vraiment humain, vraiment civilisé. Les foules qui se rassemblent autour de l'entrée racontent leur propre histoire. Voici Lucius, un marchand de Gaule, ses vêtements tachés par le voyage, le marquant comme quelqu'un qui a voyagé des centaines de kilomètres pour commercer dans la capitale. À côté de lui attend Claudia, l'épouse d'un sénateur, sa stola de soie et ses bijoux d'or captant la lumière de l'après-midi. Et là, c'est Démétrius, un ancien esclave grec devenu professeur prospère, sa tunique simple mais propre témoignant de son nouveau statut dans la société romaine. Ce qui me paraît absolument extraordinaire,
c'est comment ce seul complexe de bâtiments pouvait accueillir jusqu'à 1600 baigneurs à la fois. 1600 personnes, toutes participant au même rituel social élaboré. La logistique, seule défierait nos organisateurs d'événements modernes. Pourtant, les Romains y parvenaient sans effort, jour après jour, année après année. L'entrée elle-même est un chef-d'œuvre d'ingénierie psychologique. Ces portes de bronze massives, chacune d'une valeur supérieure au salaire annuel de la plupart des citoyens, ne sont pas seulement des barrières, ce sont des déclarations. Elles disent que ce qui se trouve au-delà est sacré, spécial, transformateur. En vous en approchant, vous sentez naturellement votre pas ralentir, votre posture se redresser, votre esprit se préparer à quelque chose de significatif. C'est le même sentiment que vous ressentez en entrant dans une cathédrale ou en vous tenant au bord d'une merveille naturelle, cette soudaine prise de conscience que vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de plus grand que votre expérience quotidienne. Marcus s'arrête au seuil et je veux que vous vous arrêtiez avec lui un moment. Derrière ces portes se trouve un monde qui défiera tout ce que nous pensons savoir sur la vie antique. Les Romains ne sont pas tombés par hasard dans une civilisation avancée. Ils l'ont conçue, perfectionnée, et l'ont rendue accessible à plus de personnes qu'aucune société avant eux n'avait jamais réussi à le faire. La chaleur qui rayonne de l'intérieur n'est pas seulement de la chaleur, c'est la manifestation physique de l'innovation romaine. Quelque part sous nos pieds, une armée d'esclaves alimente le système d'hypocauste qui maintient des centaines de milliers de litres d'eau à la température parfaite. La technologie est si sophistiquée que des parties de celle-ci ne seraient pas réinventées jusqu'à la révolution industrielle, plus de 1000 ans plus tard. Alors que d'autres baigneurs commencent à se rassembler autour de l'entrée, vous ressentez la dynamique sociale qui s'opère. Il y a un ordre naturel ici, mais il n'est ni rigide ni oppressif. Il est organique, basé sur le respect mutuel pour l'expérience partagée sur le point de se dérouler. Un vétéran endurci portant encore les cicatrices des campagnes en Germanie salue respectueusement un jeune patricien qui ne doit pas avoir plus de 16 ans. L'âge, l'expérience et la position sociale se mélangent tous en quelque chose d'uniquement romain. Le soleil de l'après-midi commence sa descente vers les collines occidentales et la lumière dorée accroche la vapeur qui commence à s'échapper du système de ventilation soigneusement conçu du complexe. C'est le moment parfait de la journée pour les thermes, quand la chaleur du jour commence à céder la place à l'air rafraîchissant du soir, créant les conditions idéales pour le rituel de bain élaboré qui attend à l'intérieur. Je peux sentir l'anticipation monter dans notre petit groupe, alors que de plus en plus de Romains se rassemblent à l'entrée. Ce n'est pas seulement une routine quotidienne, c'est un pèlerinage vers le cœur même de ce qui rendait la civilisation romaine si remarquable. Dans quelques instants seulement, nous franchirons ces portes de bronze et entrerons dans un monde où la maîtrise de l'ingénierie rencontre la sophistication sociale de façon qui laisse encore les historiens et les architectes sans voix. Les sons de l'intérieur deviennent plus distincts maintenant. L'écho des voix dans les vastes salles, le doux clapotis de l'eau dans les diverses piscines et quelque chose d'autre qui fait se dresser les poils de vos bras d'excitation. En mise à taison, franchissant la porte de bronze, l'assaut est immédiat et impitoyable. La chaleur vous frappe comme si vous entriez dans la gueule d'un dragon, un mur d'air surchauffé qui semble voler le souffle de vos poumons avant même que vous puissiez l'aspirer. Voici le caldarium, le cœur de la décadence romaine, où les températures grimpent jusqu'à un brûlant 60 degrés Celsius. Je me tiens ici, essayant d'imaginer ce que ce premier moment a pu représenter pour un patricien romain en 79 après JAC. Et honnêtement, c'est stupéfiant de voir comment ils ont non seulement survécu à cela, mais l'ont en fait désiré ardemment. Imaginez cette scène avec moi. Vous êtes Lucius Maximus, un sénateur fortuné qui vient de terminer une journée épuisante de manœuvres politiques au Forum. Votre toge est humide de sueur sous le soleil méditerranéen, vos sandales sont poussiéreuses d'avoir arpenté les couloirs de marbre, et tout ce que vous voulez, c'est vous sentir vraiment propre à nouveau. Vous confiez vos affaires à un esclave, vous vous déshabillez complètement car la pudeur n'a pas sa place au bain, et vous commencez ce rituel incroyable qui définissait la civilisation romaine. Le tépidarium n'était que l'échauffement, littéralement, mais maintenant vous approchez du caldarium, et votre peau peut sentir la chaleur rayonnante émanant des murs avant même d'entrer. À l'instant où vous franchissez ce seuil, c'est comme pénétrer dans un autre monde entièrement.
L'air lui-même semble chatoyer et danser, créant une atmosphère presque onirique où la réalité se déforme sur les bords. Vos pores s'ouvrent instantanément, comme si votre corps se rendait à ce rituel ancestral, et en quelques secondes, des perles de transpiration commencent à se former sur votre front, votre poitrine, vos bras. Mais voici la partie absolument fascinante que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'était pas de la torture pour les Romains, c'était du pur luxe, l'apogée de la vie civilisée. Les citoyens aisés passaient des heures ici, pas des minutes. Ils s'asseyaient sur des bancs de marbre chauffés par en dessous grâce à l'ingénieux système d'Hippocauste, laissant la température extrême opérer sa magie sur leur corps et leurs esprits. L'Hippocauste était véritablement une ingénierie révolutionnaire qui fait honte à nos systèmes de chauffage modernes. Imaginez un réseau d'espaces creux sous le sol et à l'intérieur des murs, où l'air chaud de fournaises massives circulait continuellement. Les esclaves alimentaient ces fournaises avec du bois, du charbon, et parfois même des noyaux d'olive, maintenant la température à des niveaux qui feraient apparaître un sauna moderne rafraîchissant en comparaison. Marc Aurèle lui-même écrivait sur la qualité méditative de la chaleur extrême, comment elle évacuait non seulement la crasse de la vie quotidienne, mais aussi l'encombrement mental qui venait avec la gestion d'un empire. Dans le Caldarium, les sénateurs devenaient égaux aux marchands, et les marchands égaux aux affranchis. La chaleur était le grand égalisateur, réduisant chacun à son état humain le plus basique. Les effets physiologiques étaient tout autant incroyables que terrifiants. Votre rythme cardiaque s'emballerait immédiatement, alors que votre système cardiovasculaire se mettait en surcharge, pompant le sang vers la surface de votre peau dans une tentative désespérée de refroidir votre température centrale. Les Romains anciens ne comprenaient pas la science, mais ils pouvaient sentir leur pouls s'accélérer, leur respiration devenir superficielle et rapide. Les femmes avaient leurs propres expériences de Caldarium, bien que séparées des hommes. Livie, épouse d'Auguste, passait paraît-il tellement de temps dans la chaleur extrême que son médecin personnel la mettait en garde contre les risques. Mais elle l'ignorait complètement, prétendant que le Caldarium était l'endroit où elle se sentait le plus connectée aux dieux, où la frontière entre la chair mortelle et l'esprit divin devenait la plus mince. La réalité brutale est que des gens mouraient dans ces salles. Pas souvent, mais cela arrivait. Le coup de chaleur était une préoccupation réelle, surtout pour les Romains âgés ou ceux avec une constitution faible. Il existe des cas documentés de sénateurs s'effondrant à cause des températures extrêmes, leur corps simplement incapable de faire face à l'assaut thermique. Pourtant, ils continuaient à revenir, attirés par quelque chose de plus profond que la simple propreté. Le Caldarium représentait une conquête de la nature elle-même, une démonstration que l'ingénierie romaine et la volonté romaine pouvaient créer des conditions plus extrêmes que tout ce qui se trouve dans le monde naturel. C'était une déclaration de pouvoir qui résonnait dans tout l'Empire. Imaginez la surcharge sensorielle. Les murs rayonnant la chaleur comme une fournaise, l'air si épais et humide qu'il semble presque solide, le marbre sous vos pieds si chaud qu'il est à peine tolérable même pour des semelles romaines endurcies. Votre vision commence à se brouiller légèrement à cause de la chaleur, créant une expérience presque hallucinogène où les fresques élaborées sur les murs semblent ondoyer et danser dans l'air chatoyant. L'odeur est également accablante. Poussière de marbre chaude, accessoires de bronze chauffé, le goût métallique de la transpiration de centaines de corps, des huiles et parfums coûteux littéralement cuits sur la peau. C'est un assaut sur tous les sens simultanément, une transformation sensorielle complète qui transportait les Romains dans un état de conscience altéré. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Ils ont développé des techniques pour non seulement survivre à cela, mais pour prospérer dedans. Ils s'aspergeaient d'eau fraîche provenant de bassins spéciaux, créant des nuages de vapeur instantanés qui enveloppaient leur corps. Ils se grattèrent la peau avec des outils métalliques courbés appelés strigiles, retirant les couches de peau mortes et les toxines que la chaleur extrême avait tirées à la surface. Pensez-y comme la première thérapie de bien-être extrême. Au monde, ce que les Parisiens modernes paient des milliers d'euros dans les spas de luxe du George V ou du Bristol, les Romains le faisaient comme pratique quotidienne de routine. Certains Romains passaient jusqu'à 3 heures à progresser à travers les différentes zones de température, acclimatant graduellement leur corps à une chaleur de plus en plus intense.
C'était un rituel de purification qui allait bien au-delà du nettoyage physique. Ils croyaient qu'ils brûlaient littéralement les impuretés spirituelles, émergeant renaissant de ce creuset d'ingénierie humaine. Les effets psychologiques étaient tout aussi dramatiques que les effets physiques. La chaleur extrême induisait un état de transe que les Romains associaient à la communication divine. Ils prenaient des décisions importantes dans le Caldarium, croyant que les dieux parlaient plus clairement quand le corps mortel était poussé à ses limites absolues. Imaginez maintenant le contraste quand quelqu'un décidait finalement qu'il en avait assez. Sortir de cet enfer de 60 degrés pour entrer dans ce que les Romains considéraient comme le tépidarium frais, à seulement 32 degrés, donnait l'impression de plonger dans un lac arctique. La différence de température était si extrême qu'elle pouvait causer des évanouissements, des crampes musculaires, ou même des accidents cardiaques chez les non-préparés. C'est pourquoi le rituel de bain romain était si soigneusement chorégraphié, pourquoi il fallait des heures pour l'accomplir correctement, et pourquoi il devint le centre social et culturel de la vie romaine. Il ne s'agissait pas seulement de se nettoyer, il s'agissait de pousser l'expérience humaine à ses limites absolues et d'émerger transformé de l'autre côté. Alors que nous nous apprêtons à quitter cette chambre brûlante et à chercher un soulagement dans les températures plus modérées qui nous attendent, souvenez-vous que ce que nous venons de vivre était considéré comme le summum de la civilisation par l'empire le plus puissant de l'histoire humaine. Le Caldarium n'était pas juste une pièce, c'était un creuset où les Romains forgeaient leur identité, testaient leur endurance et se connectaient à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes à travers l'acte simple mais profond de survivre à une chaleur extrême. Lorsque j'ai franchi le seuil du tépidarium, le changement de température était absolument saisissant. Imaginez, vous venez d'échapper à l'intensité brûlante du Caldarium, votre peau encore rougie et picotante de la chaleur extrême, et soudain, vous êtes enveloppé dans cette chaleur parfaite et modérée. C'est comme si le thermostat de la nature avait été soigneusement calibré pour fournir exactement ce dont votre corps avait envie. Le tépidarium était le cœur de la culture du bain romain, et j'ai passé des années à étudier comment cet espace remarquable fonctionnait, comme bien plus qu'un simple tampon de température. C'est là que se déployait la vraie magie de la vie sociale romaine. Les murs rayonnaient une chaleur douce qui pénétrait vos os sans submerger vos sens. La vapeur flottait paresseusement dans l'air, créant une atmosphère presque onirique, où les conversations coulaient aussi librement que l'eau chaude qui cascadait des fontaines de bronze. Voici ce qu'il y a d'extraordinaire. Le tépidarium n'était pas seulement une question de confort physique, c'était un cours magistral d'ingénierie sociale. Imaginez entrer dans cet espace comme l'aurait fait Marc Aurèle pendant son règne. La température modérée signifiait que vous pouviez vous attarder confortablement pendant des périodes prolongées, ce qui était exactement le but. Les Romains comprenaient quelque chose d'incroyable sur la psychologie humaine. Quand les gens sont physiquement à l'aise, ils sont plus susceptibles de s'engager, de partager, de construire des relations. C'est comme le principe psychologique derrière le fait que les négociations importantes se déroulent autour d'un dîner plutôt que dans des salles de conférences stériles. Le confort engendre la connexion, et la connexion engendre la confiance. Le sol sous vos pieds était chauffé par le système hypocauste, mais contrairement à la chaleur intense du Caldarium, cette chaleur était parfaitement équilibrée. Vous pouviez la sentir à travers le marbre, une présence stable et rassurante qui semblait dire « Restez un moment, il n'y a pas d'urgence ici ». Les murs, construits avec des espaces creux pour la circulation de l'air chaud, maintenaient cette température idéale grâce à une merveille d'ingénierie qui nous impressionne encore aujourd'hui. Les murs, construits avec des espaces creux pour la circulation de l'air chaud, maintenaient cette température idéale grâce à une merveille d'ingénierie qui nous impressionne encore aujourd'hui. Vous n'allez pas le croire, mais les preuves archéologiques montrent que certains Romains passaient des heures dans le tépidarium, non pas parce qu'ils avaient besoin de se baigner, mais parce que c'était leur club social, leur centre de réseautage, leur lieu d'échange intellectuel. Imaginez de riches sénateurs discutant politique en s'allongeant sur des bancs de pierre chauffés, des marchands négociant des affaires en trempant dans des bassins chauds, des philosophes débattant de la nature de l'existence, tandis que la vapeur douce tourbillonnait autour d'eux comme de l'encens antique. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont les Romains utilisaient cet espace pour des rituels culturels
qui allait bien au-delà de l'hygiène personnelle. C'est là que se forgeaient les amitiés, que naissaient les partenariats commerciaux, que se tissait fil après fil l'intriqué réseau de la société romaine. Laissez-moi vous peindre un tableau de ce à quoi cela ressemblait réellement. Des lampes à huile de bronze vacillaient le long des murs, projetant des ombres dansantes qui jouaient sur les visages des baigneurs engagés dans des conversations animées. Le son de l'eau qui ruisselait des becs ornés se mêlait au rire, au débat et aux éclaboussures occasionnelles quand quelqu'un s'installait dans l'un des bassins chauds. Les préposés se déplaçaient silencieusement dans l'espace, offrant des huiles, des strigiles pour gratter la saleté et les peaux mortes, et des serviettes réchauffées par le même système hypocauste qui chauffait les sols. L'expérience sensorielle était absolument incroyable. Votre peau, encore sensibilisée par la chaleur du caldarium, buvait cette température parfaite comme un désert boit la pluie. L'air lui-même semblait luxueux, assez humide pour garder vos voies respiratoires dégagées, assez chaud pour détendre chaque muscle de votre corps, mais jamais si intense que vous vous sentiez submergé ou que vous ayez besoin de fuir. Voici ce qui me passionne vraiment dans cet espace. Les Romains avaient découvert quelque chose que les experts modernes du bien-être ne font que redécouvrir. Ils comprenaient que la transition entre les températures n'était pas seulement une question de santé physique, c'était une question de bien-être mental et émotionnel. Le tépidarium servait de chambre de décompression incroyable, où les stress de la vie romaine pouvaient simplement fondre. Mais la partie la plus étonnante était la dynamique sociale à l'œuvre. Dans la chaleur modérée du tépidarium, la société romaine se révélait d'une manière qui aurait été impossible dans les cadres formels du forum ou de la curie. C'était là que vous pouviez observer la vraie Rome, sans défense et authentique. Les riches matrones partagèrent des ragots pendant que leurs corps absorbaient la douce chaleur. Les jeunes hommes se vantaient de leurs prouesses athlétiques, tandis que les vétérans plus âgés hochèrent la tête avec connaissance, leurs propres histoires écrites dans les cicatrices visibles sur leur forme détendue. Le génie architectural de cet espace me stupéfie encore. Les Romains avaient tout calculé. La hauteur des plafonds pour permettre une circulation d'air appropriée, le placement des fenêtres pour fournir une lumière naturelle sans créer de courant d'air, le positionnement des bassins et des bancs, pour encourager à la fois la contemplation privée et l'interaction de groupe. Chaque détail était conçu pour soutenir cet incroyable écosystème social qui prospérait dans la zone de température parfaite. Les découvertes archéologiques ont révélé quelque chose d'absolument choquant sur l'importance du tépidarium pour l'identité romaine. Les objets personnels trouvés dans ces espaces, bijoux, stylets pour écrire, même de petits rouleaux, suggèrent que les Romains traitaient cet endroit comme une extension de leur maison. Ils y menaient des affaires, écrivaient des lettres, s'engagèrent même dans des activités éducatives. La température modérée rendait possible de penser clairement, tout en profitant des bienfaits physiques du processus de bain. L'impact émotionnel de cet espace ne peut être surestimé. Après l'intensité du caldarium, le tépidarium offrait un soulagement qui était à la fois physique et psychologique. Votre rythme cardiaque ralentissait, votre respiration s'approfondissait, et cette sensation serrée de stress que chaque Romain portait, du poids du maintien d'un empire, des complexités de la vie urbaine, commençait à se dissoudre dans la douce chaleur. Ce qui me frappe comme vraiment remarquable, c'est comment le tépidarium créait cette expérience temporelle unique. Le temps semblait ralentir dans cet espace. Le rythme urgent de la vie romaine, la pression constante d'accomplir et d'acquérir, s'estompait en quelque chose de plus contemplatif et paisible. Ce n'était pas seulement se baigner, c'était une forme de méditation, un bouton de remise à zéro pour le corps et l'âme. Alors que votre temps dans le tépidarium tirait à sa fin, vous pouviez sentir votre corps se préparer pour la prochaine phase du rituel de bain. La douce chaleur avait ouvert vos pores, détendu vos muscles et vous avait préparé mentalement pour ce qui allait suivre. Votre peau avait atteint cet état parfait de chaleur et d'hydratation qui rendrait la transition vers le plongeon froid à la fois choquante et incroyablement bénéfique. Les conversations commençaient à se terminer alors que les baigneurs commençaient à changer de position, étirer leurs membres et échanger ces regards complices qui disaient qu'il était temps d'avancer. Le tépidarium avait fait son travail, pas seulement sur votre corps, mais sur votre esprit. Vous vous sentiez rafraîchi, connecté, et prêt pour la prochaine phase incroyable de ce voyage de bien-être antique
qui était sur le point de défier tout ce que votre corps, nouvellement détendu, croyait savoir sur la température et l'endurance. La vapeur s'accrochait encore à leur peau, alors que Marcus et ses compagnons approchaient du frigidarium, mais rien n'aurait pu les préparer à ce qui allait suivre. Imaginez cette scène. L'air lui-même semblait changer alors qu'ils franchissaient l'arcade, et soudain l'atmosphère chaude et confortable à laquelle ils s'étaient habitués disparaissait complètement. La chute de température n'était pas graduelle, c'était comme marcher dans un mur de glace. Le frigidarium maintenait des températures d'eau, qui feraient frémir même les nageurs les plus endurcis d'aujourd'hui. Nous parlons de bassins refroidis à une température oscillant entre 10 et 15 degrés Celsius, alimentés par des sources naturelles ou des systèmes de refroidissement élaborés, qui nécessitaient un entretien constant par des équipes d'esclaves dédiées. Imaginez plonger dans un lac de montagne en novembre, sauf que c'était considéré comme du luxe, pas comme une punition. Les Romains avaient essentiellement inventé la thérapie par choc thermique 2000 ans avant que la science moderne comprenne pourquoi cela fonctionne. Mais voici ce qui me stupéfie absolument dans toute cette expérience. Après avoir passé du temps dans des températures qui pouvaient littéralement cuire un œuf, les Romains se plongeaient volontairement dans ce qui était essentiellement de la glace liquide. Le choc thermique était si intense qu'il pouvait provoquer un arrêt cardiaque si vous n'étiez pas correctement préparé. Et pourtant, les Romains fortunés payaient des sommes considérables pour le privilège de vivre cette expérience quotidiennement. Marcus se tenait au bord du bassin principal, sa peau rayonnant encore de chaleur des chambres précédentes, et je ne peux qu'imaginer la préparation mentale requise pour ce qui allait suivre. Le marbre autour du frigidarium était maintenu, délibérément froid, si bien que même vos pieds recevaient un avant-goût du choc thermique qui s'apprêtait à saisir tout votre corps. Les mosaïques romaines montrent des baigneurs prenant de profondes respirations, se concentrant mentalement avant de prendre l'engagement final de plonger dans cette eau glaciale. La réponse physiologique était immédiate et dramatique. Le moment où cette première vague d'eau froide frappait la peau surchauffée de Marcus, tout son système nerveux se serait mis en état d'alerte maximale. Ses vaisseaux sanguins se contractaient violemment. Son rythme cardiaque montait en flèche encore plus haut qu'il ne l'avait fait dans le caldarium, et sa respiration devenait rapide et superficielle, alors que son corps luttait pour maintenir la température corporelle contre cet assaut thermique brutal. La vasoconstriction rapide, suivie de vasodilatation, créait ce que nous reconnaissons maintenant comme l'une des formes d'exercice cardiovasculaire les plus efficaces. C'était comme faire un entraînement cardio-intensif sans bouger d'un pas. Mais l'expérience allait bien au-delà des simples bénéfices physiques. Le choc froid déclenchait des libérations massives d'endorphines, d'adrénaline et d'autres neurochimiques qui créaient un état presque euphorique. Les Romains décrivaient se sentir renaître après l'expérience du frigidarium, et maintenant nous comprenons pourquoi. Ils s'offraient littéralement une euphorie naturelle grâce au stress thermique contrôlé. La dynamique sociale dans le frigidarium était également remarquable. Il y a quelque chose dans la souffrance partagée qui lie les gens ensemble, et l'expérience collective de survivre à ce froid brutal créait une camaraderie instantanée entre étrangers. Imaginez des sénateurs riches haletants et riant aux côtés de marchands ordinaires, tous unis dans leur choc et leur émerveillement face à ce qu'ils venaient de faire subir à leur corps. Les preuves archéologiques montrent que certains Romains devinrent si dépendants de cette extrême thermique qu'ils répétaient le cycle chaud-froid plusieurs fois en une seule visite. Nous avons trouvé des inscriptions louant des citoyens qui pouvaient endurer le frigidarium plus longtemps que d'autres, transformant la tolérance à la température en question de statut social et de fierté personnelle. L'ingénierie permettant de maintenir ces températures glaciales était absolument remarquable. Les Romains développèrent des systèmes élaborés de canaux souterrains qui détournaient l'eau froide de source directement dans les piscines du frigidarium. Dans les zones sans source froide naturelle, ils conçurent des systèmes de refroidissement artificiel exploitant l'évaporation et la masse thermique qui rivalisaient avec nos technologies actuelles les plus sophistiquées. Marcus n'aurait passé que quelques minutes dans le frigidarium. Plus longtemps aurait risqué l'hypothermie, mais ces quelques minutes auraient semblé durer des heures. Le froid était si intense qu'il créait un état de conscience altéré où le temps semblait ralentir et chaque sensation devenait hyper aiguë. Les Romains rapportaient à pouvoir sentir leurs battements de cœur individuels,
percevoir la circulation sanguine dans leurs veines avec une précision saisissante. Le contraste avec leurs expériences précédentes faisait partie de la magie. Après la chaleur écrasante du caldarium et le doux confort du tépidarium, le frigidarium représentait l'épreuve ultime de l'endurance et de la volonté romaine. C'était un rappel quotidien qu'ils étaient capables de survivre à n'importe quoi, de pousser leur corps et leur esprit au-delà de ce qui semblait humainement possible. Les femmes vivaient des expériences de frigidarium séparées, mais tout aussi intenses. Les récits historiques décrivent des matrones romaines, rivalisant pour voir qui pouvait rester le plus longtemps dans l'eau froide, transformant l'endurance thermique en compétition sociale qui transcendait les classes. L'impératrice Livia était légendaire pour sa tolérance à l'eau froide, inspirant d'autres femmes à repousser leurs propres limites. Mais voici ce qui m'enthousiasme vraiment à propos du frigidarium. Il témoigne de cette remarquable compréhension de la psychologie et de la physiologie humaine qui avait des siècles d'avance sur son époque. Les Romains saisissaient instinctivement que les expériences extrêmes engendrent une transformation profonde, que repousser les limites corporelles peut libérer des états mentaux et spirituels autrement inaccessibles. La sortie du frigidarium était presque aussi dramatique que l'entrée. Alors que Marcus et ses compagnons sortaient de l'eau glaciale, leur corps aurait été dans un état de choc total. Le sang affluant vers leurs extrémités créait des sensations de picotement que les Romains décrivaient comme de la foudre parcourant leurs veines. Leur peau aurait été rouge vif à cause de la réaction vasculaire, et ils se seraient sentis simultanément épuisés et revigorés. Les préposés qui attendaient avec des serviettes chaudes n'offraient pas seulement du réconfort, ils jouaient un rôle essentiel pour prévenir des chutes dangereuses de la température corporelle centrale. La transition du froid extrême vers une chaleur modérée devait être gérée soigneusement. Sinon, le choc thermique pouvait causer des évanouissements, des crampes musculaires ou pire. Ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont l'expérience du frigidarium unissait les gens d'une manière qui transcendait largement l'interaction sociale ordinaire. Partager une épreuve physique si intense créait une intimité immédiate et un respect mutuel. Des étrangers émergèrent de l'eau froide comme alliés temporaires, unis par leur survie commune de quelque chose qui défiait chaque instinct d'autopréservation. Les répercussions psychologiques duraient des heures. Les Romains rapportaient se sentir mentalement aiguisés, émotionnellement équilibrés et physiquement énergisés pour le reste de la journée après leur expérience au frigidarium. Ils avaient découvert ce que les chercheurs modernes appellent maintenant l'hormèse, les effets bénéfiques du stress contrôlé sur le système humain. Alors que nous nous préparons à passer à la phase suivante du rituel de bain, rappelez-vous que ce que nous venons de voir n'était pas seulement une question de tolérance à la température ou d'endurance physique. Le frigidarium représentait l'engagement romain à pousser l'expérience humaine à ses limites absolues, leur conviction que la vraie civilisation exigeait de se défier constamment pour devenir plus fort, plus résilient et plus intensément vivant. L'eau froide était peut-être brutale, mais elle était aussi transformatrice. Et cette transformation, de la complaisance confortable à la conscience choquée à la survie triomphante, était exactement ce qui rendait l'expérience romaine du bain bien plus qu'un simple moyen de se nettoyer. C'était une pratique quotidienne, pour devenir plus pleinement, intensément humain. Alors que Marcus s'éloignait finalement du frigidarium, sa peau encore picotante du choc du plongeon froid, quelque chose attira son regard, qui le fit s'arrêter et vraiment regarder autour du vaste complexe pour la première fois. Ce n'était pas l'architecture magnifique ou l'ingénierie ingénieuse qui commandait soudain son attention. C'étaient les gens. Ce n'était pas l'architecture magnifique ou l'ingénierie ingénieuse qui attirait soudain son attention, c'étaient les gens. Plus précisément, c'étaient les gens invisibles, ceux dont le travail rendait possible tout ce rituel élaboré. J'ai passé d'innombrables heures à étudier la dynamique sociale des termes romains. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que pour chaque citoyen profitant de l'expérience luxueuse des bains, il y avait au moins 2 ou 3 esclaves travaillant sans relâche dans l'ombre pour rendre tout cela possible. Les termes n'étaient pas seulement une merveille d'ingénierie romaine, c'était aussi un écosystème complexe de hiérarchie sociale qui révélait à la fois le génie et la brutalité de la civilisation romaine antique. Imaginez cette scène avec moi. Alors que Marcus se séchait la peau rafraîchie,
Il aurait été entouré par des dizaines d'esclaves, chacun assigné à des tâches spécifiques qui maintenèrent le fonctionnement harmonieux de ce complexe massif. Il y avait les kapsarii, esclaves attendants responsables de la garde des affaires des baigneurs dans les vestiaires. Ce n'étaient pas de simples gardiens d'entrepôt, c'étaient des individus de confiance qui formaient souvent des relations personnelles avec les clients réguliers, se rappelant leurs préférences, leurs routines de bain habituelles, leurs huiles et parfums favoris. Mais voici ce qui me fascine absolument dans cette structure sociale. Au sein même de la hiérarchie des esclaves, il existait tout un monde de statuts, d'ambitions et de drames humains qui se jouaient quotidiennement dans les termes. Les masseurs, les plus habiles, ceux qui comprenaient l'anatomie et pouvaient soulager les nœuds et tensions de la vie romaine, commandaient le respect même de leurs propriétaires. Ils étaient des artistes du corps humain, et leur expertise était valorisée à travers toutes les classes sociales. La réalité brutale, cependant, se trouvait dans les chambres d'Hippocauste sous les sols principaux de baignade, profondément sous terre, dans des espaces que la plupart des citoyens romains ne voyaient jamais et essayaient de ne pas imaginer. Des équipes d'esclaves travaillaient dans des conditions qui font paraître nos pires emplois industriels agréables en comparaison. Ces esclaves des fourneaux, principalement issus de prisonniers de guerre ou nés en captivité, passaient toute leur vie professionnelle dans des températures qui dépassaient les 55 degrés Celsius. Voici le plus frappant. Beaucoup de ces travailleurs souterrains avaient des espérances de vie mesurées en mois, pas en années. La combinaison de chaleur extrême, de mauvaise ventilation et de travail épuisant créait un taux de mortalité qui était stupéfiant même selon les standards antiques. Pourtant, l'économie romaine dépendait si complètement de leurs sacrifices que perdre un esclave des fourneaux était considéré comme rien de plus qu'une dépense d'affaires mineure, comme remplacer un outil cassé. Laissez-moi vous peindre un tableau de ce que Marcus aurait observé s'il avait pris la peine de faire attention à la machinerie humaine autour de lui. Alexios, un esclave grec capturé pendant la conquête d'Athènes, évoluait dans le tépidarium, avec la grâce fluide de quelqu'un qui accomplissait les mêmes tâches depuis 15 ans. Il portait des serviettes chaudes, remplissait les bouteilles d'huile et nettoyait les surfaces de marbre avec une efficacité qui témoignait à la fois de compétence et de nécessité absolue. Toute erreur pouvait lui valoir une bastonnade, ou pire. Mais Alexios était l'un des chanceux. Son éducation et ses origines culturelles l'avaient élevé au sein de la hiérarchie des esclaves à une position de privilège relatif. Il savait lire et écrire, parlait plusieurs langues et avait développé une réputation de discrétion qui le rendait précieux aux Romains aisés qui discutaient de sujets politiques sensibles dans l'atmosphère relaxante des thermes. Mentalité. Contraste, il y avait Branwen, une femme celte capturée pendant une des campagnes de Jules César en Gaule. Elle travaillait dans la section féminine des thermes, et son histoire illustre les horreurs particulières auxquelles faisaient de face les femmes esclaves dans la société romaine. Non seulement elle accomplissait le travail physiquement exigeant de maintenir les installations de bain, mais elle était aussi sujette aux demandes sexuelles à la fois de ses propriétaires et des invités masculins qui la voyaient comme une propriété à utiliser à volonté. La structure économique de l'esclavage romain créait ce paradoxe incroyable où les expériences les plus luxueuses des riches étaient construites directement sur la souffrance des impuissants. Plus un citoyen romain se sentait détendu et confortable dans les termes, plus durement les esclaves devaient travailler pour maintenir ce confort. C'était un jeu à somme nulle, où plaisir et douleur existaient en proportion directe l'un de l'autre. Voici ce qui attire vraiment mon attention quand j'étudie cette période. Malgré les conditions brutales, la communauté des esclaves dans les termes développait sa propre culture interne, ses propres réseaux de soutien, ses propres formes de résistance. Ils partageaient l'information, se protégeaient mutuellement quand c'était possible et trouvèrent des moyens de maintenir la dignité humaine même dans les circonstances les plus déshumanisantes. Les preuves archéologiques ont révélé des détails fascinants sur les quartiers des esclaves dans les complexes thermaux, des effets personnels cachés dans des cachettes murales, des œuvres d'art rudimentaires gravées dans les surfaces de pierre, même des preuves de pratiques religieuses clandestines qui leur offraient un échappatoire psychologique face à leur dure réalité. Ce n'étaient pas seulement des victimes, c'étaient des gens qui trouvaient des moyens de préserver leur humanité, malgré un système conçu pour la nier. L'ironie est absolument stupéfiante. Les Romains étaient fiers de leur civilisation,
de leur compréhension sophistiquée du droit et de la gouvernance, de leur engagement envers la vertu et l'honneur. Pourtant, le rituel quotidien qu'ils considéraient comme le summum du comportement civilisé était complètement dépendant d'un niveau d'exploitation humaine que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme de la torture systématique. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit abondamment sur la vertu, le devoir et l'importance de traiter toutes les personnes avec dignité, tout en possédant simultanément des centaines d'esclaves dont le travail soutenait son mode de vie contemplatif. La dissonance cognitive nécessaire pour maintenir cette vision du monde est presque incompréhensible aux esprits modernes. Mais voici où l'histoire devient encore plus complexe. Certains esclaves du système de bain réussissaient à gagner leur liberté grâce à un service exceptionnel ou en économisant de l'argent pendant des années de labeur. L'affranchissement, le processus formel de libération des esclaves, était relativement courant dans la société romaine, et de nombreux anciens esclaves de bain devenaient des propriétaires d'entreprises prospères, achetant parfois même leurs propres esclaves pour diriger leurs opérations. Pline le Jeune écrivait au sujet de son ancien esclave de bain, Quintus, qui gagna assez d'argent grâce aux pourboires et aux activités secondaires pour acheter sa liberté et ouvrir finalement sa propre petite maison de bain en banlieue de Rome. Ces histoires de mobilité ascendante étaient rares mais réelles, et elles servaient à légitimer le système en suggérant que l'esclavage était temporaire plutôt que permanent. La dynamique sociale pendant les heures de bain réelles était incroyablement complexe. Les esclaves devaient naviguer entre les demandes concurrentes de plusieurs maîtres, simultanément tout en maintenant une parfaite soumission malgré le fait d'être témoins de leurs propriétaires dans leurs moments les plus vulnérables. Ils entendaient des secrets politiques, des confessions personnelles, des disputes familiales, des informations qui pouvaient être incroyablement précieuses mais aussi incroyablement dangereuses à posséder. Ce qui me frappe comme le plus remarquable dans l'expérience des esclaves, dans les termes romains, c'est comment elle révèle les contradictions fondamentales de la civilisation antique. Voici une société capable d'innovations technologiques incroyables, de réalisations artistiques et d'intuitions philosophiques, mais construite sur une fondation d'exploitation humaine si systématique et approfondie qu'elle fait paraître l'exploitation corporative moderne bienveillante en comparaison. Alors que nous nous préparons à passer à la prochaine phase de notre voyage dans les termes, je veux que vous vous souveniez que chaque confort, chaque luxe, chaque moment de détente dont jouissaient les citoyens romains se faisait au prix de la liberté de quelqu'un d'autre, de la douleur de quelqu'un d'autre, de la vie écourtée de quelqu'un d'autre. Le marbre sur lequel ils marchaient était poli par des mains d'esclaves. L'eau qui les apaisait était chauffée par le travail des esclaves. Les serviettes qui les séchaient étaient nettoyées par des femmes esclaves travaillant dans des conditions qui auraient brisé la plupart des Romains libres en quelques jours. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est un rappel que les fondations de chaque civilisation révèlent quelque chose d'essentiel sur ses valeurs. Elles représentent à la fois les sommets de la réussite humaine et les profondeurs de l'échec moral humain, existant souvent simultanément dans le même espace, soutenus par les mêmes systèmes, justifiés par les mêmes personnes qui se considéraient comme les humains les plus civilisés qui aient jamais vécu. Maintenant, nous passons à l'un de mes aspects absolument préférés de la culture des bains romains, l'incroyable monde des huiles, des strigiles et des rituels corporels qui transformaient l'hygiène de base en grand art. Alors que Marcus s'installait dans cette prochaine phase de son expérience de bain, il était sur le point de participer à des pratiques qui étaient simultanément brutales et luxueuses, pratiques et cérémonielles. Imaginez cette scène se dérouler. Après avoir survécu aux extrêmes de température des chambres précédentes, les baigneurs romains se rassemblaient dans des zones spécifiquement conçues pour le processus élaboré de nettoyage et de soins de leur corps. Ce n'était pas seulement question de gratter la saleté, c'était une transformation, émergée du rituel, comme une version renouvelée de soi-même. Permettez-moi de vous décrire ce à quoi cela ressemblait réellement. Imaginez Marcus allongé sur une table de marbre chauffé, sa peau encore rougie du voyage thermal qu'il venait de compléter. Un esclave qualifié s'approche portant une flasque de bronze, remplie d'huile d'olive, qui a été soigneusement infusée avec des herbes aromatiques, peut-être de la lavande des collines de Gaule, des pétales de rose de Damas ou des épices exotiques qui ont voyagé sur la route de la soie pour atteindre les mains romaines.
L'huile elle-même raconte une histoire incroyable des réseaux commerciaux romains et de la culture du luxe. Ce n'était pas n'importe quelle huile d'olive. C'était souvent l'huile de première pression la plus fine, collectée de bosquets, spécifiques connus pour produire de l'huile, avec des propriétés curatives ou aromatiques particulières. Les Romains aisés payaient des sommes énormes pour de l'huile qui avait été vieillie dans des types spécifiques d'amphores, croyant que les récipients d'argile impartissaient des qualités bénéfiques au liquide qu'ils contenaient. Voici ce qui me stupéfie vraiment dans la culture de l'huile romaine. Ils avaient développé une compréhension sophistiquée de comment différentes huiles affectaient la peau et le corps. Les découvertes archéologiques ont révélé des recettes détaillées et des techniques d'application qui rivalisent avec tout ce qu'on trouve dans l'aromathérapie moderne. Ils savaient quelles huiles favorisaient la relaxation, lesquelles énergisaient le corps, lesquelles aidaient à guérir les blessures mineures et lesquelles étaient meilleures pour différents types de peau. Le processus d'application était lui-même une forme d'art. L'esclave chauffait l'huile dans ses paumes avant de l'étaler sur la peau de Marcus en longs mouvements fluides. Mais ce n'était pas un massage tel que nous le comprenons aujourd'hui, c'était une préparation pour ce qui venait ensuite. L'huile servait de médium pour le strigile, cet instrument de bronze courbé qui était sur le point d'enlever non seulement la saleté de surface, mais des couches de peau morte, des toxines accumulées et les résidus de la vie urbaine romaine. Maintenant, voici où les choses deviennent brutales de la façon la plus fascinante. Le strigile était essentiellement un grattoir courbé, conçu pour enlever l'huile, la sueur, la saleté et les cellules de peau morte du corps. Mais les Romains n'utilisaient pas ces outils avec douceur. Ils grattaient assez fort pour réellement enlever des couches de peau, croyant que cette exfoliation agressive était essentielle pour la santé et la propreté. Le processus semble absolument horrifiant selon les standards modernes. Imaginez avoir quelqu'un qui gratte systématiquement tout votre corps avec un outil en bronze assez tranchant pour faire saigner si utilisé négligemment. Pourtant, les Romains considéraient cela comme le summum du luxe et de la sophistication. Les citoyens aisés avaient leurs artisans de strigile préférés, des spécialistes qui pouvaient gratter la saleté sans causer de blessures, qui comprenaient la pression parfaite et l'angle idéal pour différentes parties du corps. Ce qui rend cela encore plus incroyable, c'est l'aspect social de l'utilisation du strigile. Les amis se grattaient souvent mutuellement le dos et les endroits difficiles d'accès, transformant ce qui aurait pu être une procédure médicale inconfortable en expérience de complicité. Il y a quelque chose de profondément intime à faire confiance à quelqu'un d'autre pour gratter votre peau avec un instrument tranchant en bronze. Et les Romains comprenaient que cette vulnérabilité partagée créait des amitiés durables. C'est comme l'exercice de confiance ultime. Imaginez laisser votre partenaire commercial littéralement gratter des couches de votre peau avec un outil métallique tranchant. Ce niveau de vulnérabilité crée des liens qui vont bien plus profond que n'importe quel séminaire de team building moderne. La beauté brutale du processus du strigile devient claire quand vous comprenez ce qu'il accomplissait réellement. Les Romains éliminaient non seulement la saleté de surface, mais aussi les cellules mortes de la peau, les pores bouchés et les huiles accumulées que nos méthodes modernes de nettoyage au savon ratent souvent. Ils effectuaient essentiellement un peeling chimique intégral à chaque fois qu'ils visitaient les thermes, ressortant avec une peau qui était véritablement plus propre et plus saine que ce que la plupart d'entre nous obtenons aujourd'hui. Mais voici le point crucial. La combinaison huilée-strigile était aussi une forme de traitement médical. Les Romains avaient observé que les personnes qui suivaient ce régime régulièrement avaient moins de problèmes de peau, semblaient vieillir plus lentement et maintenaient une meilleure santé générale. La dermatologie moderne a confirmé ce que les Romains ont découvert à travers des siècles de pratique. L'exfoliation régulière et le traitement à l'huile peuvent améliorer dramatiquement la santé et l'apparence de la peau. Les outils eux-mêmes étaient des œuvres d'art. Les musées archéologiques sont remplis de strigiles qui sont si beaux qu'ils vous coupent le souffle. Pourtant, ils étaient conçus dans le but hautement pratique de gratter la peau. Ce n'étaient pas que des instruments fonctionnels, ils étaient des symboles de statut, des pièces de conversation, des expressions du goût personnel et de la richesse. La variété d'huiles utilisée dans les termes romains ferait pleurer d'envie un aromathérapeute moderne. Au-delà de la base d'huile d'olive basique, les Romains expérimentaient avec des ajouts qui incluaient la cannelle d'Inde, l'encens d'Arabie, l'huile de cèdre du Liban
et des dizaines d'autres essences botaniques. Il comprenait que le parfum avait des effets psychologiques, que certains arômes pouvaient promouvoir la relaxation, tandis que d'autres énergisaient le corps et l'esprit. Voici ce qui me fascine vraiment à propos de la culture romaine des huiles. Ils avaient développé des formulations spécifiques pour différents moments de la journée et différents objectifs. Les huiles matinales étaient conçues pour énergiser et préparer le corps aux activités de la journée. Les huiles du soir favorisaient la relaxation et le sommeil. Ils avaient des mélanges spéciaux pour les athlètes, pour les citoyens âgés, pour les personnes se remettant de maladies, même pour différentes saisons de l'année. Les techniques de massage qui accompagnaient l'application d'huile étaient incroyablement sophistiquées. Les Romains avaient développé des méthodes qui ciblaient des groupes musculaires spécifiques, favorisaient la circulation et s'attaquaient même à ce que nous reconnaîtrions maintenant comme de la tension liée au stress. Les praticiens habiles des termes étaient essentiellement des physiothérapeutes, capables de diagnostiquer et traiter les problèmes musculaires par le toucher et la manipulation. Mais l'aspect le plus fascinant des rituels de soins corporels romains était comment ils intégraient traitements physiques avec interaction sociale et pratiques spirituelles. Le processus huile et strigile n'était pas seulement pour se laver, c'était pour le renouveau, pour littéralement gratter le stress accumulé et la crasse de la vie quotidienne pour en ressortir régénéré. La brutalité du processus faisait partie de son attrait. Les Romains croyant que le confort et le luxe étaient sans signification, sans un élément d'endurance ou de défi. Le grattage au strigile était inconfortable, parfois douloureux, mais cet inconfort était la preuve que vous étiez sérieux au sujet de la purification, que vous étiez prêt à endurer l'inconfort au nom de la propreté et de la santé. Les preuves archéologiques montrent que les Romains passaient parfois des heures sur les traitements huile et strigile, progressant graduellement à travers différentes formulations d'huile et techniques de grattage. Ce n'était pas de l'hygiène précipitée, c'était une pratique méditative, une forme de philosophie incarnée où prendre soin du corps physique devenait un chemin vers le bien-être spirituel et mental. La dynamique sociale était incroyable aussi. Les Romains discutaient philosophie, politique et affaires personnelles tout en subissant ces traitements. La vulnérabilité d'être nu et gratté avec des outils en bronze créait une atmosphère d'ouverture et d'honnêteté qui était difficile à atteindre dans des cadres sociaux plus formels. Certaines des négociations politiques les plus importantes de l'histoire romaine ont pu avoir lieu pendant que des sénateurs se faisaient gratter le dos avec des strigiles. Alors que Marcus terminait son traitement huile et strigile, sa peau aurait rayonné littéralement. La combinaison d'exfoliation, traitement à l'huile et circulation améliorée créait un éclat que les Romains associaient à la santé, la vitalité et la faveur divine. Ils se seraient sentis renouvelés non seulement physiquement, mais mentalement et spirituellement, prêts à relever tous les défis que le reste de sa journée pourrait apporter. Cette transformation du citadin crasseux et stressé au citoyen rayonnant et renouvelé était au cœur de ce qui rendait la culture thermale romaine si centrale à leur civilisation. Ce n'était pas seulement une question d'hygiène ou même de luxe, c'était la pratique quotidienne de devenir la meilleure version de soi-même, d'utiliser les traitements physiques pour atteindre un renouvellement mental et spirituel, de transformer l'entretien corporel nécessaire en expérience transcendante. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant incroyable qui va complètement changer votre perception de la culture romaine. L'expérience thermale allait bien au-delà du simple fait de se laver, et cela n'était nulle part plus apparent que lorsque Marcus quitta le monde intime des traitements à l'huile pour entrer dans la grande palestre, le complexe d'exercice et d'athlétisme qui formait le cœur battant de la culture physique romaine. Ce n'était pas simplement une salle de sport dans notre sens moderne. C'était là que les Romains forgeaient à la fois leur corps et leur caractère à travers un entraînement physique brutal et intransigeant qui ferait pâlir de jalousie nos athlètes modernes, les plus endurcis. Imaginez cette scène incroyable se déroulant devant vous. Lorsque Marcus entra dans la vaste cour à colonnes de la palestre, le son le frappa en premier. Non pas le doux clapotis de l'eau ou le murmure tranquille des conversations, mais les grognements féroces d'efforts. Le claquement sec des corps qui se percutent dans les combats de lutte, le bruit rythmé des lourdes pierres lancées dans les airs lors d'entraînements qui auraient terrifié nos athlètes olympiques modernes.
Imaginez entrer dans une salle de CrossFit où les athlètes s'entraînent sans aucun équipement de sécurité, où les os brisés sont considérés comme faisant partie du programme, et où abandonner signifie la mort sociale. Cela capture à peine l'intensité de la culture athlétique romaine. J'ai passé des années à étudier la culture athlétique romaine, et ce qui me stupéfie absolument, c'est comment ils percevaient l'entraînement physique non pas comme un loisir, mais comme une obligation morale. Pour les Romains, un corps faible signifiait un caractère faible, et un caractère faible était la plus grande honte qu'un citoyen puisse porter. Ils ne s'entraînaient pas pour avoir l'air séduisant en toge. Ils forgeaient le genre de volonté inébranlable qui construisit et maintint un empire. Les méthodes d'entraînement étaient absolument brutales selon les standards d'aujourd'hui. Prenez la lutte, par exemple, et je ne parle pas de la lutte moderne avec ses règles et ses mesures de sécurité. La lutte romaine était essentiellement un combat contrôlé, où les os brisés étaient considérés comme faisant partie du processus d'apprentissage et où les cicatrices permanentes étaient apportées comme des insignes d'honneur. Les jeunes hommes s'entraînaient pendant des heures, leur corps luisant d'huile d'olive mélangée à du sable pour l'adhérence, se projetant les uns les autres au sol avec une violence qui ferait grimacer les combattants UFC modernes. Voici ce qui m'enthousiasme vraiment à propos de la culture athlétique romaine. Ils comprenaient quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine que nous avons largement oublié. Ils savaient que l'effort physique extrême forge la résistance mentale, que pousser son corps au-delà de ce qui semble possible élargit votre conception de ce que vous pouvez accomplir dans tous les domaines de la vie. Les athlètes romains n'entraînaient pas seulement leurs muscles, ils entraînaient leur capacité à endurer, à persister, à refuser la défaite même quand chaque instinct leur criait d'abandonner. Les compétitions étaient légendaires. Imaginez Marcus regardant un match de pancrace, une combinaison de boxe et de lutte où les seules règles étaient de ne pas crever les yeux et de ne pas mordre. Tout le reste était permis. Les combattants concouraient jusqu'à ce que l'un soit inconscient ou se soumette, et la mort n'était pas rare. Pourtant, ce n'étaient pas des combats de gladiateurs pour le divertissement public. C'étaient des compétitions athlétiques, respectées, qui attiraient les plus beaux jeunes hommes de tout l'Empire. Mais voici la partie absolument fascinante. Ce n'était pas seulement une question de réussite individuelle. La culture athlétique romaine était fondamentalement communautaire. Les partenaires d'entraînement se poussaient les uns les autres. Au-delà de leurs limites, les athlètes plus âgés mentoraient les plus jeunes. Et toute la communauté célébrait l'excellence physique comme le reflet de la vertu romaine. La palestre était l'endroit où les liens sociaux se forgeaient à travers la souffrance partagée et l'encouragement mutuel. L'équipement qu'ils utilisaient terroriserait les habitués de salles de sport modernes. Les poids romains n'étaient pas les plaques de fer calibrées que nous utilisons aujourd'hui, c'étaient d'énormes blocs de pierre, pesant souvent des centaines de kilos, qui nécessitaient plusieurs hommes juste pour les déplacer. Les régimes d'entraînement impliquaient de porter ces pierres sur des kilomètres, de les soulever au-dessus de la tête de manière répétée, de les utiliser pour des exercices qui défieraient même nos haltérophiles les plus forts. Les pistes de course étaient également redoutables. Les Romains ne faisaient pas de jogging tranquillement sur une piste synthétique molle. Ils couraient sur de la terre tassée ou de la pierre, souvent en portant de l'équipement lourd, parfois en équipement militaire complet. Les distances étaient stupéfiantes. Les longueurs de marathon étaient considérées comme des échauffements, et les compétitions d'endurance pouvaient durer des jours. Voici ce qui capture vraiment mon imagination, l'aspect psychologique de l'entraînement romain. Ils croyaient que la douleur physique était la porte d'entrée vers la force mentale, que persévérer malgré l'épuisement révélait votre vrai caractère. Les athlètes s'entraînaient jusqu'à l'effondrement, puis se relevaient et s'entraînaient davantage. Ils ne voyaient pas cela comme du masochisme, mais comme une préparation essentielle aux défis de la vie romaine. Campagne, militaire, bataille politique, la pression constante de maintenir un empire. La hiérarchie sociale dans la palestre était fascinante et brutale. Les capacités athlétiques naturelles pouvaient élever votre statut indépendamment de vos circonstances de naissance, mais elles pouvaient aussi détruire votre réputation si vous montriez de la faiblesse ou de la lâcheté. Les Romains n'avaient aucune patience pour l'abandon, aucune sympathie pour ceux qui ne pouvaient pas répondre à leurs exigences physiques. Dans cet environnement, votre corps devenait votre biographie. Chaque cicatrice, chaque muscle développé,
Chaque signe d'entraînement racontait l'histoire de votre caractère. Les méthodes d'entraînement étaient incroyablement sophistiquées, mais absolument impitoyables. Les entraîneurs romains maîtrisaient l'anatomie, la nutrition et la psychologie d'une manière qui ne sera égalée qu'avec la science sportive moderne. Leur méthode faisait apparaître l'entraînement des Navy Seals comme un jeu d'enfant. Ils brisaient délibérément les athlètes physiquement et mentalement, puis les reconstruisaient en quelque chose de plus dur, plus fort, plus résistant. Le régime alimentaire et le mode de vie exigés par un entraînement sérieux étaient extrêmes. Les athlètes consommaient d'énormes quantités de viande, d'huile et de vin, transformant leur corps en machines de force et d'endurance. Ils dormaient sur des surfaces dures, s'entraînaient par tous les temps et se soumettaient à des extrêmes de température qui complétaient leur rituel de bain. Ce n'était pas seulement un entraînement athlétique, c'était un engagement de mode de vie total qui façonnait tous les aspects de leur existence. Mais l'aspect le plus remarquable était la façon dont cette culture physique brutale s'intégrait à la vie intellectuelle et sociale romaine. Les plus grands philosophes avaient souvent les physiques les plus développés. Les politiciens étaient censés démontrer leur autorité morale par leur prouesse physique. Les chefs militaires, qui ne pouvaient pas égaler leurs soldats dans l'entraînement physique, perdaient respect et efficacité. Marc lui-même aurait participé à cette culture, non pas comme un simple amateur de conditions physiques, mais comme quelqu'un dont le statut politique et social dépendait de sa capacité à démontrer courage physique et endurance. Ces séances d'entraînement étaient des performances publiques, où la faiblesse ou l'échec pouvaient endommager sa réputation pendant des années. Les compétitions étaient spectaculaires et terrifiantes. Imaginez des événements athlétiques où les blessures permanentes étaient attendues, où la foule acclamait le plus fort quand les compétiteurs se poussaient au-delà de ce qui semblait humainement possible. Pourtant, ce n'étaient pas des démonstrations insensées de violence. C'étaient des célébrations du potentiel humain, des démonstrations de ce que l'entraînement romain et le caractère romain pouvaient accomplir. Les preuves archéologiques montrent que les athlètes romains accomplissaient régulièrement des exploits qui seraient considérés comme impossibles aujourd'hui. Des inscriptions gravées dans la pierre témoignent de performances de force, de temps de course et d'exploits d'endurance qui surpassent les records olympiques modernes. Que ces récits soient exacts ou exagérés, ils reflètent une culture qui croyait au dépassement de la performance humaine jusqu'aux limites absolues. L'impact psychologique de cet entraînement s'étendait bien au-delà de la palestre. Les Romains, qui avaient survécu à des années de conditionnement athlétique brutal, approchaient chaque défi, que ce soit dans les affaires, la politique ou le service militaire, avec une confiance née de la maîtrise physique. Ils s'étaient déjà prouvé qu'ils pouvaient endurer plus de souffrances, se surpasser davantage et persévérer plus longtemps que leurs adversaires. Cela leur donnait un avantage mental qui était souvent plus précieux que n'importe quel avantage tactique. Alors que Marc achevait sa séance d'entraînement, le corps meurtri mais l'esprit exalté, il aurait ressenti la profonde satisfaction qui naît de l'épreuve contre ses limites absolues et d'en sortir vainqueur. Ce n'était pas seulement de l'exercice, c'était une pratique quotidienne pour devenir le genre de personne qui pouvait construire et maintenir le plus grand empire de l'histoire humaine. La transition de la palestre vers les zones sociales du complexe thermal n'était pas seulement un mouvement physique, mais une transformation psychologique, de la lutte individuelle contre les limites physiques à la célébration collective, de la culture et de la communauté romaine. Alors que les échos de la compétition athlétique s'estompaient, Marc entrait dans des espaces conçus pour un type entièrement différent d'excellence romaine. Les sons rythmiques de l'entraînement athlétique cédaient progressivement la place à quelque chose d'entièrement différent, alors que Marc se dirigeait vers le cœur social du complexe thermal. Ici, dans les grandes salles et les alcôves intimes, conçues pour la conversation et la connexion, la civilisation romaine révélait ses qualités plus subtiles, mais tout aussi remarquables. Il ne s'agissait plus de force physique ou d'endurance, c'était là que le véritable pouvoir de l'Empire se négociait, où les alliances se nouaient et se brisaient, où la trame complexe de la société romaine se tissait conversation après conversation. Imaginez cette scène incroyable. Tandis que leur corps se détendait dans la douce chaleur du tépidarium, les sénateurs romains, marchands, généraux et intellectuels s'engageaient dans des conversations qui allaient littéralement remodeler le cours de l'histoire humaine.
L'architecture elle-même était conçue pour faciliter ces interactions. Les Romains avaient saisi quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Les gens se montrent plus ouverts, plus sincères et plus créatifs lorsqu'ils sont physiquement détendus et dans un état de légère vulnérabilité. La chaleur douce, la nudité détendue, l'expérience partagée du rituel du bain se combinaient pour briser les barrières formelles qui gouvernaient normalement les interactions sociales romaines. Permettez-moi de vous peindre le tableau de ce que Marcus aurait pu observer en s'installant dans l'une des alcôves de marbre conçues pour les conversations intimes. Dans un coin, Gaius Aurelius, un sénateur fortuné d'une famille prestigieuse, était en pleine discussion avec Marcus Brutus, un jeune politicien prometteur dont la famille avait connu des revers de fortune. Le contraste entre leurs milieux aurait été immédiatement apparent dans n'importe quel cadre formel. Mais ici, tous deux nus et détendus, ils négociaient d'égal à égal. Les conversations n'étaient pas de simples bavardages mondains, c'étaient les vraies affaires de la gestion d'un empire, des accords commerciaux qui affecteraient des millions de personnes, des stratégies militaires qui détermineraient le sort des provinces, des alliances politiques qui façonneraient la succession des empereurs. Tout cela se négociait dans l'atmosphère détendue des termes, où un accord sur une poignée de main avait plus de poids qu'une douzaine de contrats. Formals. Imaginez cela comme l'équivalent antique romain de l'accord scellé d'une poignée de main au club de tennis du Racing Club de France. Sauf qu'au lieu d'un match en 3-7, vous aviez la nudité partagée, les températures extrêmes et cette vulnérabilité qui naît du fait de tout révéler, au sens propre, à vos partenaires de négociation. Voici ce qui me fascine vraiment dans ces dynamiques sociales. Les Romains avaient compris que les négociations les plus cruciales ne se déroulent pas dans des salles de réunion formelles, mais dans des espaces où les gens se sentent suffisamment à l'aise pour dévoiler leurs véritables intentions et motivations. Les termes offraient l'environnement parfait pour ce type de communication authentique. La psychologie derrière tout cela est absolument géniale. Pensez-y, quand vous êtes nu, quand vous venez de partager des expériences physiques intenses, quand vous êtes détendu et à l'aise, vos défenses sociales habituelles s'estompent. Vous êtes plus susceptible de faire confiance, plus disposé à prendre des risques, plus ouvert aux compromis. Les Romains comprenaient intuitivement ces principes et ont construit tout leur système social autour de leur exploitation. Mais les conversations ne portaient pas seulement sur la politique et les affaires. Les termes romains étaient aussi des centres d'échange intellectuels où philosophes, poètes, artistes et scientifiques se rassemblaient pour partager des idées qui influenceraient la pensée européenne pendant des siècles. Imaginez Marc Aurèle discutant de philosophie stoïcienne tout en trempant dans l'eau chaude, ou Pline l'Ancien partageant ses observations sur les phénomènes naturels avec ses collègues intellectuels. La hiérarchie sociale dans ces espaces de conversation était complexe et fluide, d'une manière qui aurait été impossible ailleurs dans la société romaine. La richesse comptait encore. Les connexions familiales avaient encore du poids, mais l'intelligence brillante, l'esprit vif et la capacité à enrichir véritablement une conversation pouvaient propulser quelqu'un bien au-delà de sa condition de naissance. Un affranchi intelligent pouvait se retrouver à conseiller des sénateurs, un jeune poète pouvait gagner le mécénat de riches marchands, un ingénieur innovant pouvait captiver l'attention des officiels impériaux. Voici la partie absolument incroyable. Beaucoup des œuvres les plus célèbres de la littérature, philosophie et sciences romaines, ont été conçues ou discutées pour la première fois dans ces conversations informelles des termes. Les idées, qui seraient plus tard transcrites et préservées pour la postérité, ont souvent germé lors de conversations spontanées entre amis, se relaxant après leur rituel de bain. L'art de la conversation atteignait des sommets extraordinaires dans cet environnement. Les Romains étaient fiers de leur talent rhétorique, de leur capacité à argumenter avec force de persuasion, de leur maîtrise de la littérature et de la philosophie. Mais dans les termes, ces compétences étaient déployées non pour le débat formel, mais pour le plaisir de l'échange intellectuel entre amis et égaux. Les femmes avaient leurs propres espaces sociaux séparés, mais également sophistiqués au sein des complexes thermaux. Les matrones romaines fortunées utilisaient ces opportunités pour discuter des affaires familiales, arranger des mariages, partager des informations sur la politique et la société auxquelles elles ne pouvaient accéder par les canaux formels. Les sections féminines des termes étaient souvent là où s'exerçait le véritable pouvoir derrière la politique romaine,
où les épouses et filles d'hommes puissants nouaient les connexions et accords que leurs maris formaliseraient plus tard en public. Les réseaux de commérage qui s'étendaient à travers ces espaces sociaux étaient d'une sophistication et d'une influence remarquables. L'information circulait dans tout l'Empire romain plus rapidement par le biais des conversations, des termes que par les voies officielles. Les nouvelles de victoires ou défaites militaires, les changements dans la politique impériale, les scandales impliquant des familles importantes, tout cela était discuté, analysé et interprété dans l'atmosphère détendue des bains bien avant que cela ne devienne de notoriété publique. Mais plus remarquable encore, ces espaces permettaient l'éclosion d'amitiés authentiques par-delà les clivages sociaux d'une manière qui était rare dans le monde antique. Quand vous avez partagé les expériences extrêmes du rituel de bain romain avec quelqu'un, quand vous l'avez vu vulnérable et nu, quand vous avez eu des heures de conversation intime dans un cadre confortable, les barrières sociales normales commencent à s'effriter. Certaines des amitiés les plus célèbres de l'histoire romaine ont commencé dans les conversations des termes. Les divertissements qui accompagnaient ces rassemblements sociaux étaient tout aussi raffinés. Des musiciens jouaient en toile, de fond, des poètes déclamaient leurs dernières créations. Des acteurs pouvaient interpréter des extraits de pièces célèbres. Mais ce n'était pas du divertissement passif, c'était interactif, participatif, conçu pour améliorer plutôt que remplacer la conversation et la connexion sociale. Le moment choisi pour ces interactions sociales était soigneusement calibré sur les rythmes de vie romains. Les heures de l'après-midi, quand les affaires étaient terminées et avant le repas du soir, offraient l'opportunité parfaite pour ce type de conversation détendue mais significative qui construisait et maintenait le tissu social de l'Empire. Marcus aurait compris que sa réputation, ses perspectives commerciales, son avenir politique, même son bonheur personnel, dépendaient tous de sa capacité à naviguer habilement dans ces eaux sociales. Les conversations qu'il avait, les impressions qu'il laissait, les relations qu'il construisait pendant ces heures détendues, pouvaient être plus importantes que tout ce qu'il accomplissait dans des cadres formels. Le confort physique de l'environnement, des termes rendaient les gens plus généreux, plus disposés à aider les autres, plus enclins à offrir des opportunités et du soutien. Alors que l'après-midi avançait et que les conversations se calmaient progressivement, Marcus et ses compagnons se seraient sentis non seulement physiquement rafraîchis, mais socialement et intellectuellement énergisés. Ils avaient participé à la création continue de la civilisation romaine, contribuant leurs propres idées et perspectives à la grande conversation collective qui définissait leur culture. La transition de ces espaces sociaux vers les phases finales du rituel de bain n'était pas seulement une question de compléter une routine hygiénique, il s'agissait de se préparer à retourner dans le monde extérieur comme membres renouvelés de la communauté romaine, portant avec eux les connexions, les idées et les accords qui façonneraient leurs actions futures et l'avenir de l'Empire lui-même. Mais alors que les conversations se calmaient progressivement et que la lumière dorée de l'après-midi commençait à virer vers le soir, l'atmosphère dans les thermes commençait à changer de manière subtile mais indubitable. Ce qui avait été des heures de socialisation agréable et de renouveau physique était sur le point de confronter quelque chose d'absolument choquant, des réalités brutales qui se dissimulaient sous la surface de la civilisation romaine. Imaginez ceci. Les systèmes mêmes qui rendaient ces expériences magnifiques possibles abritaient aussi des dangers invisibles qui pouvaient vous tuer aussi facilement que vous réconforter. J'ai passé des années à étudier les dossiers médicaux et les récits historiques de l'époque romaine, et ce qui émerge est un tableau à la fois fascinant et terrifiant. Les mêmes merveilles d'ingénierie qui fournissaient des sols chauffés et des températures d'eau précisément contrôlées créaient aussi des foyers d'infection parfaits pour des maladies que les Romains ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas comprendre et ne pouvaient pas traiter efficacement. Imaginez Marcus s'installant dans ce qu'il supposait être une eau chaude, parfaitement propre, parfaitement sûre. Il n'avait aucun moyen de savoir que les systèmes élaborés de recyclage qui rendaient les thermes économiquement viables signifiaient aussi que l'eau circulait de bassin en bassin, transportant avec elle une armée microscopique de bactéries, parasites et virus qui transformaient ces temples de santé en pièges mortels potentiels. Voici ce qui me stupéfie absolument concernant la réalité médicale des termes romains. Ils étaient simultanément l'un des systèmes de santé publique les plus avancés, jamais créés, et l'un des plus dangereux. Les Romains
avaient découvert comment fournir de l'eau propre à des millions de personnes, comment évacuer les déchets, comment maintenir l'hygiène à une échelle qui ne serait plus égalée pendant plus de 1000 ans. Pourtant, ils faisaient tout cela sans aucune compréhension de la théorie des germes, sans connaissance des bactéries ou des virus, sans la moindre idée du monde invisible qui déterminait si leur triomphe d'ingénierie guérirait ou tuerait. Les maladies transmises par l'eau qui prospéraient dans les systèmes de thermes romains ressemblent à un véritable catalogue d'horreurs médicales. Dysenterie, typhoïde, choléra, diverses infections parasitaires, toutes prospérant dans les eaux chaudes, riches en minéraux que les Romains croyaient intrinsèquement curatives. L'ironie est stupéfiante. Les gens venaient au terme chercher la santé et repartaient souvent avec des maladies qui les tueraient en quelques jours ou semaines. Les preuves archéologiques racontent une histoire brutale. L'examen de squelettes, romains et de textes médicaux anciens, révèle des schémas de maladies qui correspondent directement à l'usage des termes. Les Romains riches, qui passaient le plus de temps dans les installations les plus élaborées, montraient des taux plus élevés de certaines maladies que leurs contemporains plus pauvres qui ne pouvaient pas se permettre des bains réguliers. Le luxe qui définissait la civilisation romaine tuait littéralement les gens qui pouvaient le mieux se le permettre. C'est un parallèle glaçant avec la façon dont notre style de vie luxueux moderne, des aliments transformés au travail, de bureaux sédentaires, correspond souvent à des taux de maladies plus élevés parmi les riches. Les Romains mourèrent de leurs privilèges, tout comme nous le faisons parfois aujourd'hui. Laissez-moi partager un exemple spécifique qui illustre à quel point ces lieux pouvaient être dangereux. Marcus Aurelius Claudius, un personnage composite, fictif basé sur de vrais dossiers médicaux romains, représente des milliers de cas réels. Claudius était un sénateur sain et robuste, dans la quarantaine qui visitait les thermes de Caracalla régulièrement pendant plus d'une décennie, sans aucun problème. Puis, pendant ce qui semblait être une visite parfaitement ordinaire, il contracta ce que les médecins romains appelaient la fièvre brûlante, probablement la typhoïde ou une maladie similaire transmise par l'eau. L'évolution de sa maladie suit les schémas documentés dans les textes médicaux romains. Quelques jours après sa visite au terme, Claudius commença à éprouver de sévères douleurs abdominales et de la fièvre. Les médecins romains prescrivirent leurs traitements standards, saignées, purges, divers remèdes à base de plantes, mais aucun de ceux-ci ne s'attaquait à l'infection bactérienne qui détruisait systématiquement son système digestif. En 2 semaines, ce pilier de la société romaine était mort, tué par l'institution même qu'il croyait incarner, la civilisation romaine. Mais les maladies n'étaient pas les seuls dangers cachés qui guettaient dans les thermes romains. Les systèmes de chauffage élaborés, qui rendaient l'expérience si luxueuse, créaient également des risques environnementaux que les Romains ne pouvaient pas pleinement comprendre ou contrôler. L'empoisonnement au monoxyde de carbone provenant de systèmes d'hypocauste défaillants, les brûlures causées par des surfaces surchauffées, les ébouillantures dues à des températures d'eau mal régulées, tout cela faisait régulièrement des victimes. Voici ce qui retient vraiment mon attention concernant la réponse romaine à ces dangers. Ils savaient que les risques existaient, mais ils étaient si attachés à la culture des bains qu'ils choisissaient d'accepter les victimes, comme le prix de la civilisation. Les écrivains médicaux romains ont documenté le lien entre l'usage des bains et certaines maladies, mais au lieu de remettre en question le système, ils ont développé des rituels élaborés et des précautions conçues pour minimiser les risques tout en maintenant l'expérience essentielle. Les dynamiques sociales autour de la maladie et de la mort dans les thermes révèlent des aspects fascinants de la psychologie romaine. Quand des citoyens éminents mouraient de maladies liées aux bains, la réponse officielle était généralement de blâmer des facteurs individuels, faiblesse personnelle, défaveur divine, échec à suivre les rituels appropriés, plutôt que de questionner la sécurité fondamentale du système. Cela permettait à la société romaine de maintenir sa foi dans la culture des bains tout en reconnaissant les dangers très réels qu'elle posait. Cette approche reflétait une psychologie collective complexe, préserver l'idéal tout en gérant la réalité des risques. La compréhension médicale de l'époque rendait ces tragédies encore plus poignantes. Les médecins romains étaient des chirurgiens habiles, des pharmacologues sophistiqués et des observateurs perspicaces de l'anatomie et de la physiologie humaine. Ils pouvaient réparer des os cassés, pratiquer la chirurgie de la cataracte et traiter une grande variété de conditions avec un succès remarquable.
Mais leur manque de compréhension des maladies infectieuses signifiait qu'ils étaient essentiellement impuissants contre les tueurs microscopiques qui prospéraient dans leurs institutions les plus célébrées. Les inégalités sociales face aux risques sanitaires ajoutent une dimension particulièrement troublante à cette histoire. Les Romains aisés, qui pouvaient s'offrir des bains privés dans leur propre maison, étaient significativement plus en sécurité que ceux qui dépendaient des installations publiques. Les pauvres, qui utilisaient les termes les plus bondés et les moins bien entretenus, s'exposaient aux dangers les plus graves. Pourtant, ils bénéficiaient aussi le plus de l'accès à l'eau propre et aux installations hygiéniques, créant une équation complexe où les bains étaient simultanément plus dangereux et plus bénéfiques pour les membres les plus vulnérables de la société. L'impact psychologique de vivre avec ces dangers cachés était profond. Les Romains développèrent des superstitions élaborées et des rituels autour de la sécurité des bains, des prières spécifiques à offrir, des amulettes porte-bonheur à porter, des jours particuliers à éviter pour se baigner. Ces pratiques n'avaient aucune valeur médicale, mais elles apportaient un réconfort psychologique face à des risques qui semblaient aléatoires et incontrôlables. Les solutions d'ingénierie que les Romains développaient pour répondre aux problèmes connus étaient ingénieuses mais incomplètes. Ils créaient des systèmes de débordement pour assurer la circulation de l'eau, utilisaient des matériaux spécifiques qu'ils croyaient avoir des propriétés purifiantes et développaient des routines d'entretien qui réduisaient mais n'éliminaient pas la contamination. Ils résolvaient les problèmes qu'ils pouvaient voir et comprendre tout en restant vulnérables aux menaces qui existaient au-delà de leurs connaissances. Peut-être plus tragiquement, le succès même de la culture des bains romains les empêchait de développer des approches alternatives qui auraient pu être plus sûres. Les bénéfices sociaux, politiques et économiques du système étaient si énormes que remettre en question sa sécurité relevait presque de la trahison. Les Romains préféraient risquer la mort plutôt que d'abandonner les institutions qui définissaient leur civilisation. Alors que Marcus se préparait à quitter les bains ce soir-là, il ignorait totalement la loterie microscopique à laquelle il venait de participer. Son corps se sentait propre et en bonne santé, ses connexions sociales avaient été renforcées, son esprit avait été renouvelé par les anciens rituels de la civilisation romaine. Qu'il soit encore en vie dans 2 semaines dépendait de facteurs que ni lui, ni les médecins les plus savants de son époque ne pouvaient prédire ou contrôler. Cette tension entre les réalisations magnifiques de l'ingénierie romaine et les réalités mortelles de la médecine pré-scientifique crée l'une des ironies les plus poignantes de l'histoire. Les Romains ont créé certains des plus grands monuments de l'humanité à la santé publique, tout en restant vulnérables aux ennemis invisibles, qui transformaient leurs plus grands triomphes en désastres potentiels. C'est un rappel que même les civilisations les plus avancées ne sont aussi fortes que leur compréhension des forces invisibles qui façonnent le destin humain. Le rythme quotidien de la vie romaine commençait sa douce transition vers le soir, alors que Marcus achevait son rituel de bain élaboré et se préparait à retourner au monde quotidien au-delà des salles de marbre. Mais ce qui me frappe le plus puissamment à propos de ce moment, c'est à quel point l'expérience avait transformé non seulement son corps, mais toute sa relation avec lui-même, sa communauté et sa place dans la vaste tapisserie de la civilisation romaine. J'ai passé des années à réfléchir sur cet aspect de la culture romaine, et ce qui me fascine sans cesse, c'est leur capacité à transformer quelque chose d'aussi fondamental que se laver en une pratique qui touchait chaque dimension de l'expérience humaine. Les termes n'étaient pas seulement une question d'hygiène, ils étaient une question de renouvellement, de cette occasion quotidienne d'évacuer le stress et la saleté de la vie urbaine pour ressortir renouvelé, rafraîchi et reconnecté avec ce qui donnait du sens à l'existence. Imaginez Marcus alors qu'il se tenait dans la chambre finale du complexe. Sa peau rayonnante après des heures d'attention soigneuse, ses muscles détendus par les extrêmes de température et les traitements physiques, son esprit éclairci par des conversations significatives avec des amis et des concitoyens. Ce n'était plus la même personne qui était entrée dans les termes plus tôt dans la journée. La transformation était si complète, si fondamentale, que les Romains la considéraient comme une forme de renaissance quotidienne. Le génie de la culture balnéaire romaine résidait dans sa compréhension que les êtres humains ne sont pas seulement des créatures physiques, ou seulement des créatures sociales, ou seulement des créatures spirituelles. Nous sommes tout, cela simultanément,
Et le véritable bien-être exige de prendre en compte toutes ces dimensions ensemble. La progression élaborée à travers différentes températures n'était pas seulement un conditionnement physiologique, c'était une forme de philosophie incarnée qui enseignait des leçons sur la résilience, l'adaptation et les bienfaits que procure le fait de dépasser l'inconfort pour atteindre un état supérieur. Voici ce qui me fascine vraiment dans ce rituel quotidien. Les Romains avaient découvert quelque chose que notre industrie moderne du bien-être commence tout juste à redécouvrir. Ils comprenaient que prendre soin de son corps n'est pas séparé de prendre soin de son esprit ou de ses relations ou de sa place dans la communauté. Tout était interconnecté, et la pratique quotidienne des termes renforçait ces connexions de manière qui rendait la civilisation romaine plus résiliente, plus cohérente et plus capable de réalisations extraordinaires. L'impact psychologique de ce renouvellement quotidien ne peut être surestimé. Les Romains faisaient face à des défis incroyables, gérer un vaste empire, traiter avec des intrigues politiques constantes, gérer le stress de la vie urbaine dans un monde dépourvu de commodités modernes. Le fait que chaque jour offrait l'opportunité d'une remise à zéro physique et mentale complète leur donnait une ressource pour gérer le stress que la plupart des civilisations n'ont jamais possédé. Marcus aurait compris intuitivement que sa capacité à gérer les exigences de la vie romaine, que ce soit dans les affaires, la politique ou les relations familiales, était directement liée à son engagement envers ses pratiques quotidiennes de soins personnels. Le temps passé dans les termes n'était pas une indulgence égoïste. C'était une préparation essentielle aux responsabilités de la citoyenneté dans la civilisation la plus exigeante du monde. Les liens sociaux formés et renforcés à travers les expériences de bains partagées créaient des réseaux de soutien mutuel qui aidaient à maintenir la société romaine unie à travers des siècles de défis. Quand vous avez enduré des températures extrêmes avec quelqu'un, quand vous avez eu des conversations intimes dans des environnements détendus, quand vous vous êtes vus l'un l'autre dans votre état le plus vulnérable, vous développez le genre de confiance et de connexion qui ne peut être créé artificiellement par des institutions officielles. Mais peut-être le plus remarquable, les Romains avaient compris comment rendre ce système élaboré de renouvellement personnel accessible aux populations de toutes conditions sociales et économiques. L'expérience de base du bain thermal, de la connexion sociale et des soins physiques était disponible non seulement à l'élite riche, mais aux affranchis, aux esclaves et même aux visiteurs étrangers de la ville. Ce n'était pas une égalité parfaite, mais c'était une forme de civilisation partagée qui était sans précédent dans le monde antique. Le rythme quotidien du bain créait un cadre temporel commun qui synchronisait la société romaine de manière qui allait bien au-delà de la simple planification. Quand des millions de personnes à travers l'Empire participaient à des rituels similaires, à des moments similaires de la journée, cela créait une forme de conscience collective qui renforçait l'identité et les valeurs romaines. Vous n'étiez pas seulement un individu prenant soin de ses besoins personnels, vous participiez à la création et au maintien continu de la civilisation romaine elle-même. L'impact économique de ce système était stupéfiant. Les ressources nécessaires pour construire et maintenir les complexes de bains, pour former et employer les milliers de travailleurs qui les faisaient fonctionner, pour produire et transporter les huiles, parfums et autres matériaux qu'ils consommaient, tout cela créait de l'emploi et de la prospérité qui se répandaient à travers tout l'Empire. Les termes n'étaient pas seulement des consommateurs de richesses, ils étaient des moteurs de l'activité économique qui soutenaient la prospérité romaine. Les innovations technologiques impulsées par la culture balnéaire faisaient progresser les capacités d'ingénierie romaine de manière qui bénéficiait à chaque aspect de leur civilisation. Les systèmes de chauffage à hypocauste développés pour les bains influençaient l'ingénierie militaire, l'architecture domestique et les applications industrielles. Les techniques de gestion de l'eau perfectionnées dans les complexes de bains améliorèrent la conception des aqueducs, la planification urbaine et l'irrigation agricole. La poursuite de la perfection balnéaire poussait des innovations qui rendaient la civilisation romaine plus capable et plus confortable de manières innombrables. L'influence culturelle s'étendait bien au-delà des frontières romaines. Alors que l'Empire s'étendait, les pratiques balnéaires romaines se répandaient en Bretagne, en Gaule, en Allemagne, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, portant avec elles les valeurs romaines, les pratiques sociales et les connaissances technologiques.
Les populations locales adaptaient ces pratiques à leur propre culture, créant des formes hybrides qui enrichissaient à la fois les traditions romaines et locales. Les réalisations artistiques et architecturales inspirées par la culture des bains représentent certains des plus grands accomplissements créatifs de l'humanité. Les dômes élancés, les mosaïques complexes, les programmes sculpturaux sophistiqués et les solutions d'ingénierie innovantes développées pour les établissements de bains ont influencé l'art et l'architecture européens pendant des siècles après la chute de Rome. Ce n'étaient pas seulement des bâtiments fonctionnels, c'étaient des déclarations sur ce que la civilisation humaine pouvait accomplir lorsque les ressources, le savoir et l'ambition s'alliaient harmonieusement. Marcus aurait emporté les effets de son expérience de bain avec lui bien après avoir quitté le complexe. Sa circulation améliorée aurait renforcé sa clarté mentale pendant des heures. Les connexions sociales renforcées lors de sa visite auraient influencé ses activités commerciales et politiques pendant des jours ou des semaines à venir. Le renouvellement psychologique des expériences thermales lui aurait fourni une résilience émotionnelle face aux défis qui l'attendaient. Les aspects rituels des bains romains connectaient les expériences individuelles au rythme plus large de signification qui aidèrent les gens à comprendre leur place dans l'ordre cosmique. Le cycle quotidien de chauffage et de refroidissement, de tension et de relâchement, de concentration individuelle et de connexion communautaire reflétait les modèles plus larges que les Romains voyaient opérer dans toute la nature et la société. Participer à ces rituels était une façon de s'aligner sur ses forces plus importantes et de puiser de la force dans sa connexion à quelque chose de plus grand que les préoccupations individuelles. Les bienfaits médicaux, bien qu'ils ne soient pas entièrement compris en termes scientifiques, étaient réels et significatifs. Le conditionnement cardiovasculaire provenant des températures extrêmes, les améliorations de la santé de la peau grâce aux traitements à l'huile et à l'exfoliation, la réduction du stress grâce à la relaxation et à la connexion sociale, les bénéfices pour le système immunitaire liés au stress thermique modéré, tout cela contribuait à la santé générale et à la longévité des citoyens romains qui avaient accès à des bains réguliers. Alors que nous imaginons Marcus rentrant chez lui dans les rues du soir de Rome, son corps rafraîchi et son esprit renouvelé, nous assistons à plus que la fin d'une routine quotidienne. Nous voyons l'achèvement d'un cycle qui connectait le bien-être individuel à la prospérité communautaire, le renouvellement personnel à l'accomplissement civilisationnel, les soins physiques à l'épanouissement spirituel. Les Romains avaient créé quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine, une approche systématique de la vie quotidienne qui abordait tous les aspects des besoins humains, tout en bâtissant et préservant la civilisation la plus prospère que le monde ait jamais connue. L'héritage de cette réalisation s'étend bien au-delà des ruines majestueuses que les touristes visitent aujourd'hui. Il perdure dans chaque station thermale, chaque centre de bien-être, chaque tentative moderne de créer des espaces où les gens peuvent se déconnecter du stress quotidien et se reconnecter avec eux-mêmes et les autres. Les Romains nous ont montré ce qui est possible quand une civilisation s'engage dans la poursuite systématique de l'épanouissement humain dans toutes ses dimensions. Mais peut-être plus important encore, ils ont démontré que les plus grandes réalisations de toute culture ne sont pas seulement ses monuments ou ses victoires militaires ou ses innovations technologiques. Ce sont les pratiques quotidiennes qui permettent aux gens ordinaires de vivre des vies extraordinaires, de trouver du sens et du renouvellement au milieu des défis, de construire des communautés assez fortes pour perdurer pendant des siècles, tout en étant assez flexibles pour s'adapter aux circonstances changeantes. La vapeur qui s'élevait des bains romains portait avec elle plus que de la simple vapeur d'eau chauffée. Elle portait les rêves, les conversations, les connexions et les esprits renouvelés de millions de personnes qui comprenaient que prendre soin de soi n'est pas séparé de prendre soin de sa communauté, que le bien-être personnel n'est pas séparé de l'accomplissement civilisationnel, et que la simple pratique quotidienne de prendre soin de ces corps qui nous portent à travers nos vies pourrait bien être l'acte le plus révolutionnaire de tous. Ce soir, alors que nous arrivons au terme de notre extraordinaire voyage à travers les halls de marbre et les eaux chauffées de la Rome antique, j'espère que vous avez découvert exactement ce que j'ai promis au début, comment une civilisation a créé quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine, un rituel quotidien si puissant qu'il a façonné le destin d'un empire. Nous avons assisté ensemble à la façon dont les bains romains
n'était pas seulement une question de propreté, mais de la transformation profonde qui se produit quand une société s'engage dans la poursuite systématique de l'épanouissement humain dans toutes ses dimensions. Les Romains ont disparu depuis longtemps, mais leur sagesse continue de couler comme les sources thermales qui jaillissent encore des profondeurs de la terre, portant des minéraux et de la chaleur qui ont voyagé à travers la pierre et le temps pour offrir leurs bienfaits à quiconque est assez sage pour les accueillir. Dans ces eaux chaudes, chauffées par des forces bien en dessous de la surface, nous trouvons une métaphore parfaite pour les leçons durables que la culture des bains romains offre à notre monde moderne. Alors que vous vous préparez à dormir, ce soir, imaginez un instant que vous marchez une dernière fois dans ces halls anciens, vos pieds vous portant devant des colonnes de marbre qui ont été témoins de siècles de renouvellement et de connexion humains. La lumière des lampes vacille contre les murs ornés de fresques où les dieux et les mortels dansent ensemble dans une célébration éternelle du monde physique et de ses plaisirs. Le son de l'eau, toujours de l'eau, murmure ces chants anciens de purification, de guérison et de renouvellement. Ce qui me frappe le plus profondément alors que je contemple cet héritage, c'est la façon dont les Romains ont résolu un problème qui nous défie encore aujourd'hui. Ils ont découvert que le vrai bien-être n'émerge pas du choix entre le confort physique et la croissance spirituelle, mais de la compréhension de ces aspects comme des facettes inséparables d'une seule expérience humaine. Leur rituel quotidien de températures extrêmes, de vulnérabilité communautaire et de renouvellement partagé a créé des liens qui ont maintenu un empire uni pendant des siècles. L'industrie moderne du bien-être, d'une valeur de centaines de milliards d'euros à l'échelle mondiale, représente notre tentative contemporaine de retrouver ce que les Romains accomplissaient naturellement dans leur routine quotidienne. Lorsque vous visitez un spa de luxe, lorsque vous vivez cette progression soigneusement orchestrée des bassins frais aux bassins chauds en passant par les tièdes, lorsque vous profitez des soins de massage et d'aromathérapie et du simple plaisir, de l'eau propre et chaude qui enveloppe votre corps fatigué, vous participez à une tradition qui s'étend sur 2 millénaires jusqu'à ces salles de marbre où les Romains ont découvert que prendre soin de soi n'était pas de l'indulgence égoïste, mais une préparation essentielle pour prendre soin des autres. Et quand nous suivons cet héritage à travers le temps, nous voyons comment cette innovation romaine a façonné les civilisations qui ont suivi. Les hammams ottomans de Turquie, avec leurs chambres à coupoles et leurs plateformes de marbre, font écho au principe de conception des thermes romains. La tradition japonaise des onsen, bien que culturellement distincte, partage cette compréhension fondamentale du bain communautaire comme voie vers la purification physique et spirituelle. Même les grandes villes thermales européennes, des XVIIIe et XIXe siècles, Bath en Angleterre, Baden-Baden en Allemagne, Karlovy Vary en Bohême, toutes ont puisé leur inspiration dans les modèles romains de bains thérapeutiques. Mais peut-être plus remarquable encore, nous assistons à une renaissance de ces principes anciens dans notre monde contemporain. L'industrie moderne du bien-être, d'une valeur de centaines de milliards d'euros à l'échelle mondiale, est essentiellement une redécouverte de la sagesse romaine. Lorsque vous visitez un spa de luxe, vous vivez une version soigneusement organisée de ce que les Romains tenaient pour acquis dans leur vie quotidienne. La progression des bassins frais aux bassins chauds, en passant par les tièdes, l'intégration des massages et des traitements thérapeutiques, l'accent mis sur la création d'espaces qui favorisent à la fois la détente et la connexion sociale, tout cela remonte directement à ces innovations romaines antiques. Je trouve profondément émouvant que dans notre ère de connexion numérique et de relations virtuelles, nous retournions à ces expériences fondamentalement humaines, la popularité des jjimjilbang coréens, des saunas scandinaves et des stations thermales dans le monde entier témoignent de quelque chose de plus profond que le simple luxe ou l'auto-indulgence. Nous recherchons ce que les Romains comprenaient intuitivement, que le véritable bien-être émerge de l'intersection entre le confort physique, les éléments naturels et la communauté humaine. Les Romains nous ont montré que l'eau pouvait être plus qu'une nécessité. Elle pouvait être médecine, elle pouvait être sanctuaire, elle pouvait être le moyen par lequel les étrangers deviennent amis et les communautés se forment. Ils ont démontré que prendre soin du corps n'était pas séparé de nourrir l'âme ou renforcer les liens sociaux. Dans leurs bains, ces éléments étaient tissés ensemble aussi harmonieusement que les mosaïques complexes qui décoraient
leur sol. Alors que nous faisons face aux défis de la vie moderne, l'isolement, le stress, la déconnexion de nos corps physiques et les uns des autres, peut-être avons-nous quelque chose de profond à apprendre de ces anciens praticiens. Du bien-être. Ils nous rappellent que la guérison n'est pas une quête solitaire mais un art communautaire, que le luxe ne consiste pas à exclure, mais à créer des espaces où tous peuvent vivre le renouveau, que les plus grandes innovations sont souvent les plus simples, raffinées à travers des siècles d'expérience humaine. La prochaine fois que vous vous glissez dans un bain chaud, je vous invite à vous souvenir de cette histoire. Sentez la tension quitter vos muscles. Remarquez comme votre respiration se ralentit et s'approfondit naturellement. Et reconnaissez que vous participez à l'un des plus anciens rituels de transformation de l'humanité. Considérez comment les Romains comprenaient quelque chose que nous redécouvrons, que le simple acte de prendre soin de nos corps crée un espace pour des connexions plus profondes avec nous-mêmes et avec les autres. Et si nous abordions nos propres routines quotidiennes avec ne serait-ce qu'une fraction de leur intentionnalité, les Romains comprenaient que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais en faisons partie, que les minéraux dissous dans les sources thermales sont les mêmes éléments qui coulent dans nos corps, que le rythme de réchauffement et de refroidissement, de tension et de relâchement reflète les rythmes mêmes de la vie. Ils ont créé des espaces où cette compréhension pouvait être incarnée, vécue, habitée plutôt que simplement contemplée. Dans un monde qui semble souvent fragmenté et pressé, le don des Romains est le rappel qu'il existe encore des lieux, à la fois physiques et métaphoriques, où nous pouvons ralentir, où nous pouvons nous reconnecter avec nos corps, où nous pouvons éprouver le simple plaisir d'être au chaud, propre et présent dans notre propre peau. Ce soir, alors que vous vous préparez au sommeil, portez avec vous cette vision de la Rome antique au crépuscule, les bains brillants de la lumière des lampes, le son de douces conversations se mêlant au murmure de la vapeur, le sentiment de profond contentement qui vient d'un corps bien soigné et d'un esprit rafraîchi. Sachez que vous faites partie de cette histoire continue, cette chaîne ininterrompue d'humains qui ont compris que parfois l'acte le plus révolutionnaire est simplement de prendre le temps de prendre soin de soi et de se connecter avec les autres dans les anciens rituels de chaleur et d'eau. Les Romains sont peut-être partis, mais leur sagesse continue de couler, aussi constante et régénératrice que les sources thermales qui jaillissent encore de la terre, offrant leurs dons à quiconque choisit de les recevoir. En honorant leur héritage, nous honorons quelque chose d'intemporel en nous-mêmes, notre capacité de guérison, de communauté, de trouver le sacré dans le simple acte de prendre soin de ces corps qui nous portent à travers nos journées. Alors que le sommeil vous gagne ce soir, emportez avec vous cette sagesse romaine. La transformation ne naît pas de grands gestes spectaculaires, mais de pratiques quotidiennes de renouveau et de connexion. Laissez les tensions de votre journée se dissoudre, comme du sel dans l'eau tiède. Laissez cette histoire vous rappeler qu'à travers les siècles et les civilisations, les humains ont toujours recherché la même guérison, la même communauté, les mêmes moments de paix qui restaurent notre capacité à affronter les défis qui nous attendent. Si ce voyage à travers la Rome antique vous a touché, si vous vous êtes pris à imaginer ces halls de marbre et à réfléchir à ce que nous pourrions apprendre de leur approche du renouveau quotidien, j'aimerais beaucoup connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quels aspects de la culture balnéaire romaine vous ont le plus profondément touché? Comment pourrions-nous apporter plus d'intentionnalité à nos propres rituels de bien-être et de connexion? Les termes sont désormais fermés, les lampes éteintes, mais l'héritage perdure dans chaque acte de soin personnel, chaque moment de connexion, chaque choix d'honorer à la fois le corps et l'esprit comme des cadeaux sacrés méritant notre attention la plus réfléchie. Dormez bien en sachant que demain vous offre de nouvelles opportunités de renouveau, de nouvelles chances de participer à cette danse ancestrale qui consiste à prendre soin de soi pour mieux prendre soin du monde. Faites de beaux rêves, chers compagnons de voyage. Les eaux chaudes du renouveau vous attendent pour votre retour.